Bonjour, je suis vraiment évidemment ravi d'être ici. On va essayer de parler un peu de cette notion d'adaptation qui effectivement est souvent assez galvaudée dans ce qu'elle veut dire. On entend beaucoup parler d'adaptation, on a même beaucoup opposé adaptation et atténuation d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre que sans adaptation, il n'y aura pas d'atténuation et on essaie de travailler sur ce que veut dire s'adapter dans des conditions nouvelles de vie. Donc déjà, je vais vous raconter un peu comment je suis arrivé à travailler sur cette thématique-là, parce que finalement, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se mettre dans des contraintes? C'est vrai que moi, j'ai commencé mes aventures, entre guillemets, j'avais 16 ans quand je suis parti pour la première fois, donc j'ai parcouru le monde dans différentes thématiques. J'allais faire des prélèvements glaciologiques, géologiques et tout. Et assez rapidement, je me suis trouvé confronté à des climats, à des systèmes climatiques assez particuliers. Il y en a quelques-uns derrière, j'en ai pas mal d'autres. Mais en gros, par exemple, si je vous montre cette image, si on parle de cette température là qu'on voit ici à 58 degrés, à 3% d'humidité, à l'ombre, hein, bien sûr, ça veut dire qu'en plein soleil, on est à 80 degrés à ce moment-là. À 3% d'humidité, ça veut dire que quand vous buvez une gorgée d'eau, elle s'évapore avant d'avoir atteint l'estomac. C'est gênant pour refroidir le corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 58 degrés à l'ombre, c'est un extrême aujourd'hui. Il n'y a pas d'endroit en dehors des volcans où on a déjà eu ça, à part dans le Dartalout en Iran. Donc, pour l'instant, c'est cool. Sauf que vous le savez, en Inde et au Pakistan, il y a une année, ils ont eu 3 semaines à 50 degrés. Donc, on n'en est pas si loin quand même. On a eu des températures qui ont flirté avec le 47 degrés en Grèce. Bref, on arrive petit à petit à ça. Donc, c'est intéressant. À l'opposé, on a de moins 60 degrés, par exemple. Alors, moins 60 degrés, vous allez me dire, on n'aura pas beaucoup ça. Mais c'est aussi intéressant de travailler dans ces conditions. On le verra pourquoi. Et à moins 60 degrés, 1 litre d'eau gèle en 1 minute. Et il vous faut 2 heures pour avoir 1 litre. C'est assez gênant en fait. Donc là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous mettez en place des mécaniques adaptatives? Et c'est vrai que je me suis mis à travailler de plus en plus là-dessus. Évidemment, la plupart du temps en équipe. Hein, on parle souvent des expéditions solitaires, mais la plupart du temps on est en équipe. J'ai dirigé des expéditions de 3 à 200 personnes. 200 personnes sur des terrains complexes, ça commence à devenir intéressant de voir aussi la sociologie. Et ça m'a amené à voir de plus en plus d'humains confrontés à des problèmes qui n'étaient plus liés à cette volonté exploratoire, mais à des réalités climatiques, à des réalités physiques, sociales dans les territoires, à des peurs, à des stress, parfois des envies terribles, dans des conditions un peu difficiles, notamment dans une tempête où on est resté pendant 13 jours à 200 km/h de vent. Ça amène des notions mentales compliquées parce que je vous donne un truc intéressant. J'espère que vous ne l'avez jamais vécu de tout mon cœur, et ceux qui l'ont vécu le savent, mais quand on parle d'ouragan ou de tempête à la télévision, quand on parle de vent de 200 km/h, on ne parle jamais d'une chose, c'est le son. Les 150 décibels qui correspondent à ça. Le seuil de tolérance du cerveau, c'est 140 décibels. Donc au-delà, vous souffrez. Votre cerveau est en souffrance permanente. Donc quand vous êtes dans une tempête, vous êtes tout simplement, votre cerveau, il ne sait plus où il en est, et vous n'êtes plus capable de vous positionner en termes de posture. Vous ne savez pas si vous êtes debout, couché. C'est complètement fou. C'est intéressant, intellectuellement, à vivre. Enfin, si vous voulez essayer, malheureusement. Voilà. Autre situation, par exemple, c'est une grave erreur qu'on fait un jour au Spitzberg, où on est avec une équipe scientifique, on vient de trouver un truc Enfin voilà, ça faisait 3 semaines qu'on cherchait quelque chose, on vient de le trouver, on est très content, on rigole, on marche vers le camp de base en racontant notre aventure, on est vraiment fiers de nous. Et soudainement, à 10 mètres de nous, se lève un ours polaire. Et là, c'est intéressant. Parce que c'est ce basculement qui m'intéresse, moi. En gros, vous êtes là, tranquille, avec des potes ou des collègues, en tout cas, que vous aimez bien. Vous venez d'avoir un beau succès. Et soudainement, vous êtent concrètement face à la vie ou à la mort. Parce qu'on aime beaucoup les ours polaires, mais c'est quand même 500 kg de muscles. Ça court à 60 km/h. Ça sent une odeur à 50 km. Et je ne sais pas, vous êtes dans votre chambre à coucher, tranquille, en train de dormir, puis quelqu'un déboule à l'intérieur, ça vous réveille, vous n'êtes pas content. Lui non plus. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ce basculement s'opère. Et comment on est capable de passer d'un état à un autre état, soit très rapidement, comme ici, avec un ours polaire, ou malheureusement un tsunami qui survient quelque part, ou de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, un tsunami qui a des résultats malheureusement dramatiques, ou alors de manière différente quand vous êtes un migrant. J'en ai accompagné beaucoup, c'est un travail que je fais depuis maintenant pas mal d'années, où vous devez pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, être en mouvement pour passer d'un état où vous étiez chez vous, dans un état à peu près stabilisé, qui était le vôtre, à devoir faire un parcours qui vous est totalement aberrant, parce que ce qu'on constate, et ce n'est pas le sujet du jour, donc on en fera peut-être un autre jour une conférence là-dessus, mais aucun migrant ne part préparé, parce qu'aucun migrant ne veut partir.
faut être très clair là-dessus. Au moment où la personne part, c'est qu'elle n'a plus le choix. Et en fait, la gens ne se préparent pas la plupart du temps à ce départ parce que ça leur paraît aberrant de devoir partir. Et ça, c'est intéressant. Ça pourrait avoir une petite ressemblance avec le réchauffement climatique. On sait qu'il va y avoir un problème, on sait qu'on ne pourra pas rester là, mais on ne fait rien parce qu'on pense quand même qu'on va pouvoir rester. Et un jour, on doit partir. Et on part. Et on doit se mettre en état de compétence pour se déplacer et aller au-delà. Et malheureusement, vivre des choses extraordinairement difficiles, parfois faciles, parfois agréables. Il y a de tout sur un parcours. Mais c'est cette adaptation au fur et à mesure d'un long temps qui m'intéresse aussi. Ou alors ce long temps qui peut être ce champ d'Afrique subsaharienne où j'étais il y a une vingtaine d'années avec une dizaine de familles de paysans qui vivaient là, plutôt tranquillement. J'y suis retourné il y a 2 ans. C'est moins facile. Voilà, ça aussi c'est une question. Enfin, c'est plus un tsunami qui passe ou un ours polaire qui se lève, c'est soudainement quelqu'un, une population, une centaine de personnes, qui doit totalement modifier sa structure de pensée, de fonctionnement et de projection mentale par rapport à une situation qui la dépasse complètement parce qu'ils ne sont pas responsables de ne plus avoir d'eau dans leur champ. Donc ils se retrouvent face à une situation qui les oblige à agir sans pour autant avoir pu s'y préparer en quelque sorte. Donc voilà, moi je me suis mis vraiment à considérer ces notions-là, à les observer et à réaliser qu'on est dans une problématique de conditions extrêmes. J'insiste sur le mot de conditions et pas de milieu extrême. Cette condition extrême, c'est cet état où vous êtes soudainement face à une situation qui vous désoriente, face à laquelle vous n'avez pas de réponse immédiate. Nous, on fonctionne sur un système de réponse. On a acquis un certain nombre de réflexes et de compétences, et quand il y a un problème, on utilise ces réflexes et ces compétences. La condition extrême vous pousse à être face à quelque chose que vous ne comprenez plus, une désorientation. Souvent, ça se traduit par une douleur qui peut être très légère, un petit stress, un inconfort, jusqu'à des douleurs énormes. Et votre but, ça va être de sortir de cette douleur. Et l'adaptation, ça va être la compétence de passer de « je suis dans cet état nomique », à savoir « je suis dans un état normalisé », à un état anomique, à savoir une condition extrême, dans laquelle je vais devoir recréer, si possible, un état nomique, à savoir un état stabilisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, vous le savez bien, chaque personne a ses conditions extrêmes. Un Inuit qui part chasser au Groenland en plein hiver, il est dans son bureau, globalement. S'il n'y a pas de tempête, il fait son job. Un Français métropolitain qui n'a jamais été au Groenland, qui partirait avec cet Inuit en hiver, serait dans une condition extrême. Quelque chose de totalement nouveau. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est quand on essaie de mettre en place des solutions pour tout le monde, c'est une aberration parce que chacun a ses propres conditions extrêmes et ses propres conditions face à laquelle une personne est ou non désorientée. Donc ça a été la base de ma réflexion, la base de mon travail, de me dire, en fait, dans un monde aujourd'hui quand même qui change assez vite, ça c'est le monde il y a une soixantaine d'années, ça c'est le monde d'aujourd'hui, 300 000 objets qui lui tournent autour quand même déjà. C'est juste une représentation de cette évolution. J'aurais pu montrer des tas d'autres cartes, mais voilà, ça va vite. En 60 ans, on a complètement bouleversé le regard sur notre monde. Quand on travaille sur le changement, comme on le fait avec mon institut, on peut classer le changement en 3 grandes systémies, 3 grandes notions qui poussent un humain à devoir se transformer. Le premier, c'est évidemment l'environnement. Et ça peut être parce que vous vous déplacez ou parce que l'environnement se transforme autour de vous. Ça, je pense qu'on a tous compris ici que de toute façon, il va y avoir un problème par rapport à ça si on n'agit pas aujourd'hui. Donc oui, notre environnement se transforme, pas seulement en raison du climat, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que c'est le sujet, le climat, mais il y a aussi les pollutions, les plastiques, les sols, bref, la sécheresse, l'eau, on a eu le débat juste tout à l'heure sur la problématique de l'eau avec Emma Aziza, entre autres, on voit bien que la problématique environnementale va dépasser largement le contexte du réchauffement climatique, même si, évidemment, ce n'est une des grandes problématiques. Deuxième grande thématique du changement, c'est évidemment la technologie, c'est ce que nous créons en tant qu'humains, qui d'ailleurs provoque souvent le premier changement. Technologie qui nous bouleverse aussi, parce que ça change nos modes de vie, c'est l'arrivée de l'avion, c'est l'arrivée du téléphone portable, c'est maintenant l'arrivée de ChatGPT, ça bouleverse le système social, et c'est là qu'on voit qu'un changement, ce n'est pas forcément négatif, hein. Un changement, c'est un changement. Mais même s'il est positif, il nous bouleverse parfois. Jusqu'en 2015, ça a complètement changé depuis, mais jusqu'en 2015, le changement qui stressait le plus les gens, enfin les 2 changements qui stressaient le plus les gens, c'était la première fois qu'on s'installe en couple avec son conjoint, ça peut être stressant, ou l'arrivée du premier enfant. Pareil, parfois un peu stressant. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus ça.
Il y a bien d'autres choses qui préoccupent les gens, mais c'est là qu'on voit que la question n'est pas forcément le positif ou le négatif d'un changement, c'est le fait qu'il nous place dans une condition nouvelle qui nous oblige à trouver des solutions pour fonctionner dans cette condition nouvelle. Ou justement, et c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'on peut se préparer ou mettre en place des solutions pour éviter certains problèmes qu'on pourrait avoir dans le futur. Troisième grand changement, c'est le changement sociétal. C'est l'arrivée d'une modification sociétale profonde. C'est 10% de gens qui vivaient dans les villes en 1910, c'est 67% aujourd'hui, bientôt 72%. C'est malheureusement l'arrivée de systèmes de guerre et autres qui sont bientôt, qui sont de plus en plus récurrents aujourd'hui. C'est la Covid, c'est tout ça. Bref, c'est les changements sociaux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour la première fois de l'histoire humaine connue, ces trois changements arrivent de manière systémique en même temps. On n'a jamais eu ça avant. On a déjà eu ces trois changements, c'est la première fois qu'ils arrivent de manière systémique, sur une manière concomitante. Ça veut dire que tout simplement, on vit aujourd'hui un nombre de changements dans une vie qui est considérable et qui est en une année ce qu'on vivait en une vie il y a ne serait-ce que 100 ans. Je parle de changements systémiques. Parce qu'évidemment, à côté de ça, il y a tous vos changements à vous. Mariage, divorce, décès, naissance, changement de métier, tout ça, c'est des changements. C'est un millefeuille. Et ce millefeuille, il impacte une chose très précise quelque part. Il impacte le corps, il impacte la société, mais il impacte surtout notre cerveau, il impacte nous en tant qu'humains. Et on est dans un système assez intéressant parce que notre problème aujourd'hui, c'est de résoudre les problèmes qui sont posés par ce changement. Mais quand on est dans un changement systémique, la résolution d'un problème ne peut plus suffire. J'en veux pour preuve l'idée du passage de la voiture thermique à la voiture électrique et à toute l'électrification dont on aura besoin dans le futur, qui est excellent pour réduire nos émissions et indispensable d'ailleurs, dans un certain sens, mais qui impacte aujourd'hui le fait qu'on va pour la première fois aller exploiter les grands fonds marins. Donc pour sauver les émissions, on va aller exploiter le dernier territoire terrestre encore vierge. C'est quand même embêtant. Et c'est là qu'on voit que changer un moteur n'est pas une adaptation, c'est juste un changement de moteur. Donc il va falloir aller beaucoup plus loin dans la réflexion pour que nos systémies aujourd'hui, qui sont concomitantes encore une fois, soient résolus de manière concomitante également et pas seulement une par une parce que ça ne fonctionnera plus. Et pour ça, eh ben, c'est vrai qu'on a un problème. Je vous montre juste ces deux images. Cette image, je y passe très vite, mais quand on fait ce travail sur le changement, évidemment, on essaie de comprendre comment les changements se positionnent. Et on voit qu'en tout cas pour le climat, ce n'est pas tout à fait nouveau qu'on a des alertes. Jean Dorst, déjà, écrivait la pression humaine que notre génération fait peser sur la biodiversité aura des conséquences terribles pour les générations futures. La nature ne se remettra pas, nous non plus. 65, von Humboldt en 1810, je vous l'ai dit, nous détruisons tout, l'âme humaine et notre nature. J'ai vu l'Amazonie, je crains que les générations futures ne puissent plus l'admirer. Et il manque la phrase en bas, ce que nous faisons en Europe détruit actuellement la forêt tropicale et équatoriale. C'est le premier, connu en tout cas, je ne sais pas qu'il n'y en avait pas avant, qui comprend que la systémie globale fait que ce qu'on fait quelque part a une influence ailleurs. Donc tout ça, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, on a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données, et surtout que les choses vont beaucoup plus vite, et que nous sommes aujourd'hui dans un état assez simple. On n'a pas vraiment su mettre en place des solutions par rapport aux besoins qui étaient ceux du futur et qu'on nous annonçait depuis pas mal de décennies maintenant. Et puis, on va concrètement devoir faire face à une réalité de changement qui, certes, on va tout faire pour atténuer, mais on aura quand même des changements. Il va falloir aussi faire face. Dans les deux cas, il va falloir, d'une part, atténuer, bien sûr, pour réduire le risque, mais aussi, il va falloir s'adapter à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la mécanique adaptative. Et c'est pour ça que maintenant, depuis une vingtaine d'années, je travaille sur cette notion même de l'adaptation cognitive aux situations complexes et que j'ai monté un groupe de recherche là-dessus parce que ce qui est intéressant, si vous prenez ce marché tout à fait classique, assez sympathique, vous avez cet humain qui marche au milieu, qui reçoit plein d'informations. Il entend des gens, il a des odeurs, il pense à ce qu'il va faire ce soir, il pense à ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, on est aujourd'hui quasiment dans l'impossibilité de savoir exactement ce qui lui arrive à cet humain. Son cerveau n'est pas observable pendant ce temps dans lequel il marche au marché. On n'a pas d'outils, on n'a pas de machine, on n'a pas de solution directe pour faire ce genre d'études. Donc en fait, tout ce qu'on sait sur l'humain, le changement et tout ça, c'est très théorique quand même. Bien sûr, on le fait en laboratoire, on le fait sur des simulations, on le fait sur des perceptions, mais on reste quand même assez théorique sur la réalité de ce que vit un humain dans une condition réelle de vie.
Or, on doit aujourd'hui être tous en conditions réelles de vie, c'est une chose certaine, mais on va devoir aussi changer dans cette condition réelle de vie. Et donc, il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'avec mon institut, on essaie de travailler sur toutes les conditions de vie possibles, que ce soit un bureau, que ce soit un changement climatique, que ce soit la Covid, que ce soit des migrants, bref, toutes les choses qui nous imposent un changement. Et bien sûr, on essaie de travailler, j'ai bientôt fini l'introduction, vous êtes content, hein? On essaie de travailler sur l'humain en tant que tel, en tant qu'humain, donc tout ce qu'il est, sa physiologie, sa cognition, ses émotions, ses perceptions, bref, l'humain en tant qu'individu. Cet humain en tant qu'individu, il travaille en groupe, il est part d'un système social, donc il faut comprendre le système social qui l'entoure, qu'il soit de quelques personnes ou de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et puis il faut comprendre comment ce système social existe dans sa territorialité, parce qu'on comprend bien, ce n'est pas une aberration de dire qu'on ne vit pas tout à fait la même chose en ville que dans un désert ou dans un milieu polaire. Donc on doit comprendre l'ensemble de ces trois niveaux, l'humain, son système social, son système environnemental, pour comprendre d'où part l'humain, et comment il va évoluer par rapport à une condition éventuellement changeante. C'est ça vraiment le but, donc c'est pour ça qu'on travaille sur autant de populations. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était toujours un peu en retard sur les choses, c'est-à-dire qu'on ne pouvait vraiment étudier des humains que quand ils avaient vécu quelque chose. On arrivait à la fin des tsunamis, on arrive à la fin des problèmes, on arrive aux entreprises qui sont déjà en transformation, donc on arrive à étudier plein de choses, mais il nous manquait toujours quelque chose d'important, c'est qu'est-ce qui se passe quand les gens sont confrontés pour la première fois à la donnée, au phénomène. Parce que vos mémoires sont extraordinaires, et les vôtres, les miennes, deviennent un petit peu plus difficiles, mais la mémoire a un défaut, c'est qu'elle va volontairement, enfin en tout cas le cerveau, je ne sais pas si c'est la mémoire, mais va volontairement atténuer les faits difficiles ou les amplifier dans d'autres cas. Résultat des courses, quand vous racontez une histoire qui vous est arrivée, sans du tout chercher à mentir ou à l'exagérer ou à la transformer, vous avez légèrement transformé cette histoire à l'aune de votre propre perception. Donc comment comprendre exactement ce que vit un humain dans une situation réelle de changement, alors que lorsque l'on raconte et lorsqu'on fait un récit, qu'on fait des retextes pour les militaires ou autres, on a déjà légèrement transformé cette notion-là. Donc il faut vraiment aller chercher aussi la transformation, et c'est pour ça qu'on s'est même monté des missions spécifiques pour suivre des humains sur toute la partie de la transformation. Et on a monté par exemple des missions, alors disons, comme Deep Time, où là on a vraiment créé l'anomie absolue, c'est-à-dire qu'on a pris une quinzaine de personnes, et je me suis mis avec ces 15 personnes dans une grotte, pendant 40 jours, sans aucun accès à une information temporelle, ni de montre, ni de soleil, ni quoi que ce soit. Vous allez me dire quel rapport entre une grotte et le changement climatique? Eh bien, deux choses. La première, c'est que nous sommes, nous, humains, fondamentalement fonctionnels sur une notion temporelle. Ça veut dire que toute notre organisation est basée sur le temps. Le réveil, l'organisation, les rendez-vous qu'on se donne, le temps de travail, le temps de repos, tout est temps. La notification que vous recevez sur votre portable, le mail que vous recevez, tout est temps. Pour le cerveau, c'est une information temporelle qu'il reçoit à chaque fois. Quand vous coupez ça, vous êtes dans une situation très intéressante, un peu complexe. Et en plus, une grotte, c'est intéressant parce qu'évidemment, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais quasiment personne ne vit dans des grottes aujourd'hui. Ça va peut-être revenir, mais comme disait Einstein. Mais bref, personne ne vit dans une grotte. Donc ça veut dire que c'est vraiment anomique pour tout le monde. Les 15 personnes qui étaient dans cette grotte n'avaient jamais été dans une grotte pour y vivre. Et d'ailleurs, pour la plupart, jamais même pour y faire de la spéléo. Donc c'est vraiment nouveau. Il faut entrer dans ce territoire, le découvrir et tout. Puis ensuite, on a continué ces missions en emmenant cette fois une vingtaine de personnes, 10 femmes et 10 hommes, dans 3 milieux climatiques totalement différents. Et les mêmes personnes qui ont été dans une forêt équatoriale, à plus 30 degrés et 100% d'humidité, dans un endroit très froid, à moins 35 degrés, et puis dans un endroit très chaud, très sec, à plus 45 degrés, pour cette fois pouvoir étudier, durant 40 jours toujours, à chaque milieu c'est 40 jours, quelle est l'évolution cognitive, physiologique, sociale d'un groupe humain confronté à ces modifications. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut suivre un humain sur l'ensemble de sa territorialité personnelle. Donc, ça, c'est le petit groupe. Donc, on est... Alors, je ne suis pas responsable du choix des couleurs des costumes, hein, je vous dis tout de suite. C'est un peu sexiste, mais c'est comme ça. On a 10 femmes et 10 hommes, on a un groupe assez varié, et on est capable de faire quelque chose d'assez génial. C'est qu'on peut les suivre 2 ans avant de les mettre dans une grotte ou dans un milieu anomique climatique, les suivre pendant le milieu climatique, puis les suivre encore pendant 2 ans ensuite, pour voir concrètement quelle est l'évolution d'une personne sur l'ensemble du prisme du moment de changement, à savoir ce moment où ils vont tout d'un coup pour la première fois se retrouver dans une grotte ou dans un désert.
On peut travailler aussi grâce à ça avec des machines complexes comme des IRM, comme des NIRS et autres, qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'observation cognitive et neurocognitive et fonctionnelle du cerveau. Et puis on peut ensuite les étudier sur le terrain. Donc je vous passe un petit peu tout ce qu'on y fait, parce que si vous avez des questions là-dessus, j'y réponds avec grand plaisir, mais ce n'est pas le sujet. Mais en gros, on peut travailler avec des machines complexes comme des IRM avant et après. On cartographie, puis ensuite on regarde les évolutions. Et puis on peut travailler sur le terrain avec des machines de plus en plus nouvelles, de plus en plus complexes, qu'on fait développer ou qu'on développe, ou qu'on prend, comme par exemple ces petites gélules-là qu'on avale et qui donnent la température centrale en permanence. Donc on peut vraiment suivre l'évolution d'une personne, des actimètres qui permettent de voir tous les mouvements. On travaille avec des électroencéphalographies pour voir les fonctions cognitives électriques dans le cerveau périphérique. Bref, on a pas mal de choses qu'on met en place dans tous les milieux. Alors c'est toute une gageure de mettre ça en place, on pourra en parler un peu. Et puis aussi, on travaille sur les émotions, sur la perception émotive, toujours dans ces conditions-là, sur la perception sensorielle avec les odeurs, les couleurs. Bref, on a vraiment un panel d'études, ça fait plus de 50 protocoles menés sur les territoires pour comprendre, encore une fois, l'humain, son système social, son système environnemental. Et ça nous permet vraiment, aujourd'hui, de mieux comprendre ce que veut dire être un humain dans des conditions anomiques de vie. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu les 3 missions qui viennent de se passer climatiques, parce qu'on vient de les finir. Et puis ensuite, si vous voulez, même si vous ne voulez pas d'ailleurs, bon, sinon vous pouvez sortir. J'essaierai de vous donner un peu quelques notions qu'on a pu maintenant mettre en évidence, parce qu'en fait la question est très simple. Lorsqu'on vit un changement, est-ce que notre manière de nous adapter, notre mécanique adaptative est référente au changement en lui-même, ou y a-t-il une systémie qui est toujours la même, quelle que soit la typologie de changement? Si c'est la première, on est embêté, parce qu'on n'aura jamais de réponse à comment on peut apprendre aux gens et entraîner les gens à se préparer au changement. Si c'est la deuxième, à savoir qu'il y a bien une mécanique globale, alors c'est génial, parce qu'on peut peut-être préparer des humains et les renseigner comment changer avant que d'être. Pourquoi c'est important? Parce que depuis quelques centaines d'années, milliers d'années, peut-être depuis toujours, je ne sais pas, nous sommes très forts à réagir. À savoir, un drame arrive quelque part et on se met en œuvre comme un seul homme pour essayer de résoudre la problématique. Regardez la Covid. 26 mars 2020, en 10 jours, on a mis en place ce que les patrons, les systèmes et autres essayaient de mettre en place ou ne voulaient pas mettre en place depuis 5 ans, le télétravail par exemple, et d'autres choses. Ça a été hallucinant la vitesse à laquelle les choses se sont stabilisées. Après, ce n'est pas le sujet du jour, ça s'est déstabilisé. Nous, on a suivi 10 000 personnes pendant 18 mois, donc on a vraiment vu pas mal de choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce moment de réaction. Ce n'est pas après un tsunami, après un tremblement de terre. C'est malheureusement ce qu'on va attendre aussi, ce qu'on est en train de faire avec les sécheresses, avec les changements. Bref, on a tendance à avoir cet attentisme. Et la question, c'est pourquoi on n'est toujours pas capable, comme un migrant qui tout d'un coup quitte son territoire, de se préparer d'une part, mais surtout effectivement de changer des comportements pour réduire la problématique et ainsi peut-être éviter le pire. Et ça, on n'est pas très bon à ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bonne méthode et on n'arrive pas à amener des gens à comprendre, même s'ils ont des informations étayées. Donc on s'est posé vraiment cette question et toutes nos études ont été basées sur cette question. Qu'est-ce qui fait qu'un humain met en place une mécanique cognitive et physiologique de transformation et voir s'il y a une systémie pour pouvoir éventuellement renforcer les parts d'apprentissage qu'on pourrait faire sur ces choses-là. Donc bon, pour vous décrire un peu l'anomie dans laquelle ont vécu ces personnes, ce sont 20 personnes, 19 à par mois, qui pour la plupart n'avaient jamais vécu dans des territoires climatiques différenciés. Donc on est tout d'un coup dans une forêt tropicale, hein, où il faut avancer avec des kayaks ou des rafts sur de l'eau. On est dans un milieu fermé, il fait 30 degrés, il fait 100% d'humidité. Il faut tout d'un coup se confronter à la pluie, il faut tout d'un coup se jeter à l'eau pour faire passer le raft parce qu'il y a des courants. Enfin, bref, ça paraît peut-être anodin pour tous ceux qui voyagent déjà. Mais pour des gens qui n'avaient jamais fait ça avant et qui ne sont pas préparés à le faire parce qu'on ne les a pas préparés à ça, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Ce n'est pas la vie de tous les jours, en tout cas. Le soir, il faut s'installer, rentrer dans la forêt, ouvrir ce qu'on appelle les layons, des chemins, s'installer comme on peut avec nos charges, mettre des camps qui sont un peu compliqués à installer. Si vous avez déjà été en forêt équatoriale, vous le savez, il faut déjà nettoyer le sol. Puis ensuite, on installe nos hamacs, on s'y met. Il y a toute la peur psychologique, intellectuelle du démarrage quand les gens entrent dans le milieu, qui se disent « Waouh, mais toutes les bêtes sont là pour m'attendre et m'attaquer ».
C'est intéressant. Ou alors, ceux qui pensent qu'ils vont être Indiana Jones dans la forêt, et puis qui voient que c'est vachement long, en fait, une forêt, que c'est pas du tout Indiana Jones, c'est que le fouet ne sert à rien. Bref, il y a tout un imaginaire qu'on a créé avant de partir, qu'il faut aussi casser pour générer quelque chose dans ce véritable territoire, et avancer, et puis finalement y être bien, peut-être, ou pas. Ça, c'est toute la question qu'on pourra se poser. Ah ben tiens, il y a quelques... Ben, j'avais mis... Bon, j'espère que personne n'a peur des araignées dans la salle. Je vous la laisse un petit peu, si jamais, pour s'y habituer. C'est important de lutter contre ces peurs, on en parlera un petit peu. Ensuite, une fois qu'on est revenu de la forêt tropicale, eh ben, on a fait équatoriale, pardon, on a fait nos études IRM, tout ça, puis on est reparti, cette fois en Laponie. Alors paf, changement complet, hein, on était à 30 degrés, 100% d'humidité, on passe à moins 35 degrés, 60% d'humidité, moins 47 degrés ressenti. Ça commence à faire frisquet dans un sens. En congélateur chez vous, c'est moins 18. Hein. Donc ça fait froid. Et on évolue, alors vous voyez, on n'est pas habillé pareil tout d'un coup. C'est un peu plus dense. Donc voilà, pareil, on doit se mettre en œuvre. C'est-à-dire que maintenant, notre gestuelle, notre manière de monter les camps, notre manière d'utiliser des objets, ben, c'est fait avec des gros gants, avec des gros machins, c'est complètement différent. Il faut aussi trouver des nouvelles solutions, des adaptations par rapport à ça. Il faut fonctionner différemment en tant qu'humain et progresser de manière très différente. Cette fois, on tire des poulkas à ski. Alors encore une fois, pour tous ceux qui ont déjà fait ça, c'est pas grand-chose, mais faire ça pendant 40 jours, en restant en tente tous les soirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chalet pour aller se réchauffer la nuit, hein, c'est tous les soirs, des camps, on démonte et on continue. C'est pas si simple pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, et c'est donc vraiment une situation anomique, c'est-à-dire hors de la norme. Et donc on avance, mais ils ont l'air contents hein, quand même, je les ai presque tous ramenés d'ailleurs, c'est déjà pas mal. Et puis il y a évidemment les vents, les tempêtes, on a régulièrement des problématiques par rapport à ça, là encore, faut s'y faire. Et puis, on s'installe avec les camps. Alors, c'est un peu long aussi à monter un camp sur la glace. Et puis là, en plus, on montait une grande tente dôme comme ça, qui est très jolie, et dans laquelle on pouvait se mettre ensemble et faire société, comme on dit. C'était assez joli, mais c'était pas simple. Et puis surtout l'eau. Alors, faire de l'eau dans un milieu polaire, soit on a de la chance d'avoir une rivière ou un lac en dessous de nous, puis on peut forer. Sinon, il faut faire fondre la neige, la glace, c'est un peu long. Là encore, ce sont des gens qui n'avaient jamais fait ça. Donc, c'est vraiment tout un apprentissage et toute une mécanique cognitive à mettre en place qui occupe beaucoup d'énergie, on verra ça, et qui nous demande finalement, qui nous pose une question, c'est comment est-ce qu'on arrive à stabiliser notre système pour s'y sentir bien, parce que tant qu'on ne se sent pas bien, on ne peut pas se projeter dans le futur. Et sans projection dans le futur, il n'y a pas d'adaptation possible. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir une notion de bien-être pour pouvoir s'adapter. Ça fait partie d'une nécessité. Tant qu'on est dans la lutte, on est en lutte. Donc on est en réaction. Si on veut pouvoir s'adapter, il va falloir commencer à considérer qu'il y a un futur possible, quelque chose qui nous intéresse assez pour que ça vaille la peine de se stabiliser dans ce système. Donc ça, c'est toute une mécanique qui va être intéressante à mettre en place. Bon, l'eau, c'était un moment assez sympa. Et puis il y a quand même les aurores boréales, c'est la petite récompense du jour, du coin, et qui nous fait du bien. Et ça aussi, on en parlera. Et enfin, dernier milieu, le milieu sec, le milieu le plus intéressant pour nous, parce que on parle beaucoup aujourd'hui du chaud humide, et d'ailleurs il y a beaucoup de profils et de visions par rapport au chaud humide et au risque du chaud humide. Nous, on est en train de voir que le chaud sec est un sérieux problème, on en parlera. 45 degrés à l'ombre, toujours, 8 à 12% d'humidité. C'est pas énorme, 45 degrés à l'ombre, mais enfin c'est quand même chaud. 30 degrés la nuit. Donc on est dans la France, on est en canicule quand on dépasse 35 degrés et que ça ne descend pas en dessous de 20 degrés pendant plus d'une semaine. Nous, c'est pendant 40 jours, 45 degrés. Voilà. Donc on est vraiment dans ce qu'on pourrait vivre dans le futur. C'est exactement un climat qui sera vrai à Paris, à Marseille, dans les quelques décennies à venir. On ne sait pas quand, mais ça arrivera. Donc c'est intéressant d'y travailler. Donc le désert, c'est sympa, on est habillé encore différemment. Cette fois, on est un peu plus uniforme, c'était marrant d'essayer de... T'es qui, toi, devant? Bref. Et donc, on progresse cette fois en tirant des chariots. Alors, on a toutes nos trous avec nous, on a de la nourriture, donc on a jusqu'à 200 kg par chariot au démarrage. Et à tirer et à avancer. Donc c'est vrai que l'entraide devient nécessaire, devient indispensable, et on arrive à progresser ainsi dans un désert avec ces températures où évidemment on ne peut pas progresser durant la journée, donc on part très tôt le matin, on s'arrête vers 9 h, on monte des tarpes comme ça pour se protéger, pour avoir de l'ombre, et on va rester immobile pendant toute la journée jusqu'à environ 5 h du soir, où il a une petite baisse de pression de température nous permet de démonter et de repartir un petit moment pour aller cette fois s'installer dans un camp. Et durant la journée, soit on essaie de préparer la journée et le futur trajet, mais la plupart du temps, on est juste écrasé par la chaleur et on attend. Et ça, c'est intéressant,
une société occidentale qui adore la vitesse, qui doit tout d'un coup accepter de ne rien faire. Eh ben, je peux vous dire que c'est peut-être le plus difficile en termes d'adaptation, c'était le milieu le plus difficile par rapport à ça. Accepter le temps. Et ça, c'est aussi un sujet qui nous a beaucoup intrigués. Et enfin, le soir, on peut installer un vrai camp. On installe quand même des petites tentes avec des moustiquaires parce qu'il y a pas mal d'animaux qui se baladent quand même, puis qui adorent le chaud. Et à un moment donné, comme il va descendre à 22 degrés ou 24 degrés la nuit, nous, on est quand même toujours à 36, donc on est un peu plus chaud que la nuit. Et les petits animaux, ils aiment bien ça. Donc on se met dans des tentes quand même. Et donc tous les jours on repart. Et pareil, comme dans les autres milieux, c'est cette progression, c'est cette gestion, c'est cette compréhension de ce qu'est l'eau. Alors je ne vais pas trop insister là-dessus parce que ce n'est pas mon sujet, il a déjà été traité, mais nous on a 8 litres d'eau par jour et par personne, en tout et pour boire, pour se laver, pour faire la cuisine. 8 litres d'eau par jour et par personne, nous c'est plutôt 150 litres par jour quand on est très économe. Donc vraiment c'est un peu différent. Et sachant qu'il faudrait en boire 8 normalement pour être bien. Donc voilà, on doit ajuster et travailler là-dessus. Mais on est quand même dans des milieux absolument splendides. Et ça, c'est un sujet sur lequel on pourra discuter. Donc voilà, au bout de 3 fois 40 jours, en réalité 1 fois 30 et 2 fois 40, 110 jours sur le terrain avec 20 personnes novices, on a fini ces expéditions. On a ramené l'équivalent de 150 000 données scientifiques différenciées, donc c'est beaucoup. Et on a surtout, et quelque part c'est mon plus grand succès, je ne vais pas m'arrêter trop là-dessus, mais aucun accident, aucune blessure, aucune maladie. Donc c'est pas mal en fait. Parce que quelque part, quand vous mettez des humains dans ces conditions-là, pendant 40 jours à chaque fois, novices, sans expérience préalable, on peut quand même se dire qu'il y aura bien un petit problème quelque part, et il n'y en a pas eu. Donc il y a quand même une manière d'arriver à faire face à des conditions très complexes sans avoir des problèmes majeurs. Ça c'est intéressant, et la question c'est effectivement comment on fait. Alors je vais vous raconter un peu 2-3 choses qui me paraissent importantes pour questionner notre futur, qu'on a observé. Ce sont des travaux scientifiques, les premiers résultats scientifiques et observationnels qu'on a dans ces territoires, qui à mon sens ont beaucoup d'intérêt et de questionnement par rapport à ce qu'on pourrait vivre dans le futur. La première, ça va être par rapport à notre grotte, où on s'installe donc effectivement avec un groupe humain pendant 40 jours, sans aucun accès à la temporalité. Donc on a tout un espace, mais on a entre autres d'abord cet espace qu'on a fermé à clé, c'est-à-dire qu'on est vraiment enfermé dans la grotte. Donc a priori, on ne peut pas sortir. Alors évidemment, s'il y avait eu un accident, un gros problème, on serait quand même sorti, mais en tout cas, intellectuellement, on était enfermé dans la grotte. Et on a cet espace où on a cette boule lumineuse qu'on peut allumer ou éteindre à volonté. C'est nous qui décidons, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une règle, ça ne dicte pas un rythme en tout cas. Il faut être au moins 5 au camp de base, au camp de vie, et que tout le monde soit d'accord pour l'allumer. Donc c'est intéressant de voir aussi cette dynamique-là. Et alors au début, on est là dans ce camp, on a notre camp de sommeil qui est à plus de 700 mètres de marche de là. On a un autre espace scientifique qui est aussi à 700 mètres, donc on a vraiment séparé, éclaté les espaces, ça nous oblige à bouger, puis à ce qu'on ne soit pas gêné par le bruit du camp de base. Ce qui permet effectivement de pouvoir vraiment vivre chacune et chacun à notre propre rythme. C'est-à-dire qu'il y a une règle dans la grotte, personne ne doit réveiller personne, personne ne doit imposer à personne d'aller se coucher, et tout le monde doit manger quand il a faim. Ça, c'est les seules règles absolues. Puis après, on a des travaux à effectuer. On a des travaux notamment pour la maintenance du camp. On doit aller chercher de l'eau à plus de 20 mètres de hauteur. On doit faire de l'électricité en pédalant. On doit gérer les déchets organiques, les déchets humains. Et on doit aussi faire d'autres travaux comme cartographier la grotte en 3D, nettoyer la grotte, faire l'inventaire de tous les glyphes sur les murs. Donc on a pas mal de travail à faire en réalité. Et c'est pas évident d'organiser un travail quand vous n'avez pas d'horaire. Genre demain matin, on peut se dire, demain on se retrouve à 8 heures pour travailler. Donc il va falloir trouver un nouveau système de vie. Il va se passer ce qui se passe en réalité dans toutes les conditions de changement. Premièrement, pendant les premiers jours, il y a un intérêt. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que lorsqu'on est face à une condition nouvelle, on s'y intéresse en tant qu'humain, notre cerveau essaie de comprendre ce qui se passe. Et ça arrive quelle que soit la condition, même quand c'est dramatique. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe, on observe la situation, on apprend qui sont les autres, donc on travaille beaucoup, on se découvre les uns les autres, on découvre la manière de vivre, on découvre comment on va s'installer, comment on a de l'eau, comment on a l'électricité, comment on fait à manger, beaucoup de choses à découvrir. Et résultat des courses, on va finalement avoir une interaction très forte entre les uns et les autres. Dans la vie de tous les jours, une personne normale a à peu près, je ne sais pas si je peux montrer ça, on a à peu près 700 interactions, orientation sociale par jour dans un contexte nomique traditionnel. Et puis nous, on va très vite monter, on va arriver quasiment à plus de 1100 orientations sociales, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se parle, qu'on se regarde ou qu'on fait quelque chose ensemble, donc on a vraiment un lien très fort qui se crée, qui est assez édifiant,
pour des gens qui ne se connaissent pas à la base, et très vite, il y a une organisation qui se met en place et qui fait qu'on a une superbe organisation interpersonnelle. Et puis soudainement, en 24 heures, tout tombe. Alors, je vous ai montré cette donnée parce qu'elle est très parlante, mais toutes nos autres données montrent la même chose. Quasiment du jour au lendemain, il y a un repli total sur soi. On quitte l'interpersonnel pour entrer dans l'intrapersonnel et finalement se refermer un peu sur soi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on va rentrer dans une phase qu'on appelle la phase apathique. Donc la première phase, phase d'intérêt. Deuxième phase d'un changement, phase apathique. C'est la phase où on a beaucoup utilisé d'énergie pour comprendre ce qui se passe. On a peut-être compris. Si c'est un drame, on intègre ce que ça veut dire. Si c'est quelque chose de positif, on intègre aussi, mais différemment. Et à un moment donné, le cerveau est fatigué et il y a un besoin d'arrêter de fonctionner de manière ouverte pour se replier sur soi-même et finalement se reposer. Le problème en faisant ça, c'est que le cerveau, il coupe un certain nombre de fonctions. En réalité, il fonctionne en mode dégradé à partir de là. Il va décider que pour se protéger, il va arrêter d'utiliser certaines fonctions habituellement, notamment les interactions sociales, notamment la mémoire, par exemple. On va avoir des pertes de mémoire profondes, des choses comme ça. Et donc, il va se protéger en se repliant, en quelque sorte. Et à partir de là, vous êtes en apathie. Vous n'êtes pas en dépression, vous n'êtes pas en inutilité, vous êtes juste en apathie. C'est-à-dire que vous essayez d'utiliser le moins possible d'énergie et de faire que des choses qui vous sont faciles et propres. Donc vous êtes fonctionnel, vous faites les choses, vous agissez, mais vous ne faites rien de plus. Vous n'êtes notamment plus du tout capable de vous projeter dans le futur. Donc on a cette limite de finalement construction mentale qui permettrait de construire des solutions fonctionnelles, des solutions possibles pour le futur. Et là, cette apathie, elle peut durer quelques jours ou quelques années. Qu'est-ce qui vous fait sortir de cet état apathique? Parce que vous êtes bien dans l'état apathique, puisque vous dépensez peu d'énergie, et finalement, vous avez un fonctionnement classique, et même, souvent, vous avez de l'aide, parce que vous êtes un petit peu moins efficace, donc vous avez des gens qui viennent vous aider, et puis d'ailleurs, vous avez tendance à demander de plus en plus d'aide aux autres pour résoudre des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Alors nous, on n'était que 15, donc c'est un peu difficile d'aller chercher de l'aide ailleurs, mais c'est quand même souvent ce qui se passe. Je postule, c'est un postulat actuellement personnel avec mon institut, que nous sommes en Europe en apathie depuis 40 ans. Mais je ne rigole pas. Je postule que depuis 40 ans, nous avons installé un système fonctionnel, social et économique qui permet à la plupart des gens, attention, sur une société de 60 millions, il y a toujours des tas d'exceptions, mais globalement, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'énergie cognitive pour fonctionner. On sait où est l'eau, on sait où est l'électricité, on sait où sont les problèmes, on sait où est notre travail. S'il y a un problème, plutôt que d'essayer de le résoudre, on va plutôt appeler à l'aide. Et puis si le problème est trop grand, on va appeler le gouvernement puis dire qu'il ne fait pas son boulot. Bon, je schématise un peu, d'accord. Mais enfin, quand même, on a tendance à toujours considérer que d'autres doivent faire à notre place ou que si on a un problème, d'autres doivent le résoudre pour nous. Et ça, c'est l'état exact de l'apathie, à savoir l'incapacité d'aller se projeter soi-même et de trouver des solutions par soi-même parce que finalement, ça demande trop d'énergie au cerveau. Et ça, il va falloir en sortir évidemment de l'apathie parce que ce n'est pas fonctionnel. Alors, on voit un petit peu le groupe là qui est là. Il n'y a plus beaucoup de... Voilà. On est à fond, hein, ça fait du bien, je viens de voir ça. Mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous, chacun se replie, se met dans des sacs de couchage. C'est assez terrifiant. Mais c'est vraiment ça. Voilà. Et ça va durer quand même pas mal de jours. Hein. Voilà, mon petit groupe. Et ce qui est intéressant, parce que finalement, c'est peut-être le plus intéressant de l'histoire, c'est qu'en même temps que ça, j'ai pas mal de monde qui commence à me dire « On s'ennuie un peu dans ta grotte. Hein. » Il n'y a pas grand-chose qui se passe quand même. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de machin, j'ai pas mes mails, machin. Bref, voilà. Et alors, comment on sort de ça? C'est vraiment une question intéressante. C'est qu'il y a une question d'acceptation. Je vais préciser ce que ça veut dire. Durant les premiers jours de la grotte, on a donc ce moment d'intérêt, puis on passe en apathie. Et pendant cette période-là, la plupart de l'équipe, à une ou deux exceptions près, est sans cesse d'abord en train d'attendre que les choses se passent, mais aussi de rechercher comment ça se passe dehors. Quelle heure il est? Est-ce qu'il fait nuit? Si on était dehors, j'aurais peut-être ça. Tiens, je pense qu'il est telle heure, donc je serais en train de faire ça. Bref, on n'est pas dans un état d'acceptation de ce qu'on est en train de vivre ici, on cherche toujours à revenir à ce qu'on avait avant. Et ça, c'est non fonctionnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye
de considérer une autre situation par rapport à la situation dans laquelle on n'est pas en acceptation, on est en rejet de la situation. Et tant qu'on n'a pas accepté la situation pour ce qu'elle est, à savoir vraiment ce qu'elle est, pas ce qu'on aurait voulu qu'elle soit, pas ce qu'on aimerait avoir peut-être, si j'avais eu ça, j'aurais. Non, l'acceptation c'est j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux pas enlever l'ours, je ne peux pas enlever la tempête, je ne peux pas sortir de la grotte, qu'est-ce que j'en fais? Quels sont les leviers qui sont à ma disposition? Tant qu'on n'est pas passé par cette étape de « je peux moi agir dans cette situation », alors on est en anti. Et il faut falloir passer dans le « avec ». Et cette notion de levier, elle nous permet de reprendre une fonction par rapport à une situation. Elle nous redonne un rôle, en fait. Et ce rôle, c'est évidemment d'être le leader. Pas parce qu'on est leader en tant que chef, qu'on a été nommé, puis que... non, simplement parce que vous décidez de commencer à mettre en place une action par rapport à la situation qui est présente, et pas par rapport à la situation que vous auriez aimé avoir. Et bien, cette notion d'acceptation, je crois qu'on a un gros travail dessus à faire aujourd'hui pour justement redéfinir ce qu'est notre situation d'aujourd'hui pour pouvoir agir dessus. C'est vrai dans la grotte et c'est vrai dans la vie de tous les jours. Et alors, à partir de là, il va quand même falloir qu'on mette en œuvre le truc. Donc, je vais réunir les gens. C'est très rare qu'on soit tous réveillés, mais je les réunis une première fois. Et je dis, bon, les gars et les filles, ça fait quelques jours que vous me dites qu'on s'ennuie, super. Je me permets de vous remarquer que tout le travail qu'on doit faire, cartographier, nettoyer, faire les livres, n'a pas du tout commencé. Ah ouais, oh, on s'y met, allez bien, on s'organise, on s'y met. Le lendemain, bzzz, rien du tout. Mais rien. On recommence. Eh les gars, on n'a pas commencé le boulot. Ah ouais, t'as raison, je vais le faire. Hop, je sors la scie, je commence à scier un bout de bois, machin. Et puis le bout de bois est par terre, la scie est par terre, et puis bzzz. Ça, c'est intéressant. Et donc, une fois, on se réunit, et cette fois, je vais changer un peu le prisme. Chacun de ces travaux avait été prévu par une personne à l'extérieur, qui avait rencontré les gens, qui avait dit, voilà, moi j'aurais vraiment besoin de cette topographie, j'aurais vraiment besoin de connaître ma grotte, j'aurais vraiment besoin d'avoir mes glyphes. Bref, c'était relié à une personne. Et là, je leur ai dit, la fois suivante, voilà, il y a Sylvie, c'est un nom d'emprunt, qui attend vraiment cette information. Il y a Jean qui a vraiment besoin que vous lui donniez ça. Et là, les gens se mettent en œuvre, les responsables se nomment, se prennent en charge, et on va faire en 10 jours ce qu'on devait faire en 40 jours. Vraiment. Donc on a un redémarrage hallucinant qui va restabiliser complètement notre système et qui va amener les gens à redéfinir et à retrouver une stabilité émotionnelle, mentale et de collaboration entre chacun. C'est édifiant. Alors il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment quelque chose qui va être un marqueur fort et qu'aujourd'hui on a vu dans chaque situation qu'on a vécue, que ce soit dans les deep climate, dans d'autres situations qu'on observe, dans deep time. C'est vraiment cette notion que je vous ai déjà un peu dit, c'est-à-dire qu'au début on a un événement qui se passe, on a un intérêt, puis on commence à être fatigué, on va commencer à baisser, on va rentrer dans l'apathie, qui est le niveau d'inconfort. Puis petit à petit, on va rester dans cette apathie, voire malheureusement, si ça va vraiment pas, on va continuer de baisser, puis là, ça devient dramatique, mais heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et puis, il va falloir trouver un déclencheur, quelque chose qui nous fait remonter pour aller vers de nouveau la possibilité. Et ça, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut un déclencheur et que c'est obligatoire. Ce qu'on a appelé, nous, l'épiphanie. Alors, rien à voir avec la religion, c'est juste quelque chose qui vous fait réaliser que. Et c'est rarement quelque chose qui vient de vous-même ou de nous-mêmes. C'est souvent quelque chose qui vient de l'extérieur. Un besoin d'un déclic. Et ce déclic, il va être utile pour remonter un peu, mais après, vous allez vous fatiguer et puis vous allez commencer à rebaisser. Et donc, il va falloir trouver une solution pour métaboliser ce déclic, pour qu'il ne soit plus un déclic, mais une fonction. Ce qu'on appelle la métabolisation, qui va permettre de couvrir tout un périmètre et de fonctionner en permanence dans un état possible qui évite l'apathie. Alors c'est quoi? Ça va être deux choses. Et ça, c'est deux choses qu'on reconnaît dans chaque situation. D'abord, ça va être la possibilité de découvrir la grotte. Alors, il me dit à quoi ça sert et quel rapport. Cette grotte, elle fait plusieurs kilomètres sur 2 étages. Ils n'avaient jamais fait de spéléo, jamais fait de rappel pour la plupart, on les a appris. Ils ont commencé à explorer, à découvrir, à voir la beauté des lieux. Et cette beauté, elle va frapper chaque personne dans la grotte, de manière profonde.
À tel point que aller découvrir et voir la beauté de la grotte va devenir l'une des fonctions les plus importantes de la grotte. Ça s'appelle l'émerveillement. Puisqu'on a posé le fait qu'il fallait un déclencheur pour pouvoir sortir d'une situation, on commence à voir quelque chose d'important. Imaginez que ce matin dans la presse, vous lisiez un autre filet terrible, qu'une avalanche est tombée au Chimborazo et qu'elle a rasé le camp de base, tuant les 10 personnes qui étaient au camp de base. Ça va vous faire quelque chose sur le moment où vous le lisez, puis pour la plupart d'entre vous, vous allez oublier ça, parce qu'avec tous les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, honnêtement, cette information n'est pas fonctionnelle pour vous. Imaginez ce même camp de base, ce même Chimborazo, cette même avalanche, et que vous avez la personne que vous aimez le plus au monde au camp de base. Tout d'un coup, cette information qui n'était qu'une information va bouleverser vos vies. Je ne vous raconte pas ça pour vous faire peur sur le Chimborazo, parce que c'est un très beau sommet, mais pour comprendre une chose, nous ne sommes marqués par un événement qu'en fonction de l'émotion qu'il provoque sur nous. Nous ne sommes marqués par une émotion tout simplement parce que toutes nos décisions, sans aucune exception, c'est prouvé depuis 2017, sont basées sur les émotions. Sans émotion, pas de décision. Il n'existe pas de décision froide. Comme il faut une décision, un déclic pour sortir, il faut d'abord une émotion. Et tant qu'à faire, c'est quand même plus sympa si cette émotion est positive. D'où le fait que quand je leur parle des personnes qui attendent le travail, ils se remettent à travailler parce que c'est une émotion, il y a une personne physique qui attend quelque chose. D'où le fait qu'aller visiter la grotte les émerveille et leur donne envie d'en sortir. Ça, c'est le premier point. Sans émotion, pas de décision. Sans positivité dans l'émotion, pas de projection future. Puis il y a une deuxième chose fondamentale, que finalement on va m'apprendre Svetlana, il y a quelques années. Aussi, on était en train de préparer la mission Deep Climate dans le grand froid, et à ce moment-là, on travaillait en Sibérie. On était avant 2022, pardon. Et je vais faire mon premier repérage là-bas, et j'arrive en Sibérie, à Yakoutsk, c'est la première fois que j'arrive à Yakoutsk, qui fait moins 50 degrés dans la ville. Je sors de l'aéroport, et je marche dans la rue pour aller à mon hôtel, et je vois les gens qui me regardent très bizarrement. Et vraiment, ils me fixent, comme si j'étais un extraterrestre. Et puis tout le monde me regarde comme ça, puis finalement, bon, je passe la nuit. Le lendemain, je vais, pour préparer mon expédition, je vais acheter du poisson, entre autres, hein, qui est il fait moins 50 degrés, donc c'est pratique, il n'y a pas besoin de congélateur. Et il y a Svetlana qui me reçoit, et pareil, elle me regarde quand j'arrive, mais elle me regarde mais avec une attention, genre... mais c'est choquante quasiment, quoi. Et ensuite, elle se redresse et elle me dit « Hé, tu m'as pas regardé ?» Je dis « Si, vous êtes devant moi. » Non, tu m'as pas regardé. Et j'essaie de comprendre et elle va m'expliquer. Et en fait, c'est très simple. Quand il fait moins 50 degrés dehors et que vous rencontrez quelqu'un, vous regardez attentivement son visage, la seule chose qui dépasse des vêtements, pour voir s'il n'y a pas un petit point blanc, bleu ou noir, qui signifierait le début d'une gelure. Et si vous voyez ça, vous emmenez cette personne chez vous et vous la réchauffez, vous la soignez, puis vous faites en sorte qu'elle soit bien. Et ça, cette gestuelle-là, c'est vraiment ce que j'appelle moi, et c'est ce qu'on a découvert aussi dans la grotte, la notion de coopération. Pas de collaboration. Collaborer, c'est je vais acheter mon poisson, je donne de l'argent, je reçois un poisson, je repars. Coopérer, c'est cette capacité que nous avons de voir l'autre au-delà de la fonction, mais pour potentiellement comprendre qui il ou elle est. Comprendre l'autre. Comprendre pourquoi elle a pris telle ou telle décision avant de la critiquer. Essayer de comprendre pourquoi elle agit de telle manière. Essayer de savoir qui est cette personne. Bref, la coopération, c'est ce qui permet finalement de faire société. Et quand on recommence à redémarrer, qu'on parle d'entre nous, on se met à parler beaucoup plus de nous, de nos sentiments, de ce qu'on vit dans la grotte. Et là, on commence à coopérer. Émotion positive égale décision. Coopération égale société. Et là, bizarrement, tout redémarre. Et on est adapté. À tel point qu'au moment où on viendra nous chercher après 40 jours, parce qu'évidemment, on ne sait pas quand ça se termine, nous, on pense que ça fait que 30 jours qu'on est dans la grotte, pour la plupart. Ça, c'est un autre problème. On vient nous chercher. À une exception près, personne ne veut sortir. Plus loin que ça, le mot qui va commencer à ressortir le plus de nos études comparatives, c'est le mot liberté. Les gens se sont sentis libres. Non pas parce qu'ils étaient libres physiquement, hein, parce que
il y avait une chaîne qui fermait la grotte. Mais parce qu'en réalité, on a découvert un troisième point fondamental. C'est qu'on a éliminé la notion temporelle, mais pas que. On a éliminé les injonctions temporelles. Chaque information temporelle que nous recevons chaque jour, des dizaines de milliers pour certains d'entre nous, notifications, emails, publicités, sons, chaque fois, c'est le cerveau a besoin d'un petit temps de traitement de cette donnée, c'est un temps cognitif. Et quand on accumule ce temps cognitif en permanence, eh bien, tout simplement, nos cerveaux sont sursaturés de cette information. Et quand un cerveau est sursaturé, eh bien, comment voulez-vous qu'il trouve le temps de prendre des décisions, de se projeter dans le futur, de s'apaiser suffisamment pour mettre en place une action qui puisse être utile à quelque chose? Bref, la sursaturation cognitive est un empêchement total de créer une possibilité future. Dans la grotte, les fonctions imaginaires, les compétences émotionnelles se sont redéveloppées chez ces humains qui ont pu tout d'un coup se sentir libres et finalement adaptés. Ça ne paraît pas grand-chose, parce que ce que je viens de vous dire là, c'est finalement ce qu'on sait depuis des décennies, quelque part. On a cette information que, évidemment, si on coopère, ça va mieux. Évidemment, nos émotions, c'est quand même pas mal. Mais enfin, quand on regarde bien la société ces dernières décennies, voire siècles, on est quand même arrivé dans un système où on a une suroccupation cognitive permanente. Quand je suis sorti de la grotte, je retourne à Paris, je prends mon vélo, je devais aller à une émission radio pour parler de ça. Le premier truc que je vois, c'est sur un bus, livraison en 2 heures. Sérieux, quoi. Je veux dire, avant, on était en 2 jours, après en 1 journée, après on est passé en... Et là, 2 heures. Mais vous vous rendez compte où on va? Je veux dire, considérant que physiquement, chaque accélération, quelle qu'elle soit, demande une augmentation soit de carburant, soit de cerveau. Et nous, on essaye d'augmenter à chaque fois l'accélération. Il y a un vrai truc là-dessus, quand même. Donc, ça ne marchera pas. Parce que nos cerveaux ne sont tout simplement pas faits pour ça. Ils sont faits pour un million de trucs, nos cerveaux. C'est l'organisme le plus merveilleux du monde. Mais ils ne sont pas faits pour aller à cette vitesse. Pas aujourd'hui, pas comme ça, pas sans préparation. Donc, il va falloir sérieusement qu'on mette en place des systèmes légèrement de ralentissement. Je précise un dernier truc, enfin, 2 derniers trucs, avant de vous laisser poser des questions. C'est que cette coopération ne fonctionne pas du tout de la même manière selon le milieu dans lequel vous êtes. Et il se trouve qu'effectivement, quand il fait très froid, la coopération est toujours assez idéale. Quand il fait très chaud, la coopération descend nettement. Pourquoi? Pour une raison très basique, c'est que quand il fait chaud, vous avez déjà eu chaud, 40 degrés, vous transpirez, vous avez l'impression d'être un peu écrasé, c'est harassant, mais ça c'est votre corps qui vous le dit. Dites-vous bien que le cerveau, lui, est dans une petite boîte fermée hermétiquement, sans possibilité d'aération. Donc quand votre corps a chaud, votre cerveau il crève de chaud. Ça veut dire qu'il doit faire attention à lui et il doit surtout réduire la quantité d'énergie qu'il dépense pour éviter de chauffer plus. Donc il doit faire des choix dans ce qu'on appelle le mode dégradé. Et parmi cette dégradation, qu'est-ce qui fait qu'il va enlever, qu'il ne lui enlève pas son risque de survie? Il va enlever la mémoire dans un premier temps, et puis potentiellement il va enlever 2-3 trucs, dont les fonctions sociales. Cette capacité que nous avons de fonctionner, vous et moi, un peu différemment si on est avec nos parents, nos enfants, nos professeurs, nos amis. À chaque fois, on met en place une fonction sociale qui nous permet de faire société. Et bien, quand vous cassez ça, vous redevenez l'humain que vous êtes. C'est parfois moyen, compliqué, quand chacun est l'humain qu'il doit être, qu'il est réellement. Donc on est vraiment dans une situation où on a une tendance à un peu plus de friction. Quand il fait chaud, c'est une vraie interrogation aussi. Il va falloir faire attention, dans les futurs chauds, à cette notion de coopération. Il va falloir mettre en place les mesures nécessaires pour éviter qu'on se retrouve en friction sociale permanente, parce que sinon on aura des soucis. Dernier point, finalement, comment on arrive à créer tout ça quand on est dans une fonction dégradée? Quand on est justement dans la chaleur et que ça ne va pas bien, quand on est dans un moment où on est en difficulté. On a besoin de nous, et on a besoin potentiellement des autres. Et ça, c'est cet ours qui va me l'apprendre. C'est fou ce que les ours apprennent des choses aux gens, quand même. Mais on se retrouve un jour avec 8 personnes devant un ours polaire au Spitzberg. Donc déjà, on a fait une immense bourde, soyons clairs. J'en suis entièrement responsable. On était distraits, on était contents, on a cessé de faire attention à notre territoire, à notre environnement, et on se retrouve avec un ours devant nous. La pire des choses qui puisse arriver. Je veux dire par là,
tout ce que vous faites au Spitzberg, c'est d'éviter de vous retrouver face à un ours, quoi. Logique. Parce qu'une fois que vous êtes là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous engueuler, vous pouvez dire c'est pas possible, vous pouvez pas dire à l'ours, attends, on la refait. Couche-toi, je pars. Non, il est là. Puis comme je vous dis, il est réveillé comme ça, je sais pas ce qu'il pense en fait, mais il n'a pas l'air ravi. Mais je pense aussi qu'il est, bon voilà, il n'est pas content, quoi. Et alors, tout se passe très vite évidemment, mais je ne sais pas ce que vous auriez fait dans cette situation. Enfin, on a tous plein d'images dans la tête de j'ai lu que face à un ours, il fallait faire ça. Alors j'ai très peur qu'il y en ait un qui commence à crier, par exemple, ou à courir, ou qui se couche par terre. Enfin bref, je me dis, il va se passer un truc. J'en ai un derrière moi qui dit, juste la situation est assez simple, j'ai 3 personnes devant moi, et 4 derrière, et moi je suis à peu près au milieu du groupe en fait. Donc je me dis, bon, bougez pas devant. Non, c'est pas sympa. J'en ai un derrière moi qui dit, vas-y, tire-lui dessus. Parce qu'effectivement, au Spitzberg, on est obligé d'être armé, c'est légal, on doit avoir une arme sur nous. Donc j'ai un fusil, effectivement, baudouillère. Mais alors, déjà, intellectuellement, tirer sur un ours, alors que c'est déjà nous qui avons fait la connerie, ça me paraît aberrant. Je veux dire, j'ai fait une connerie, je vais devoir tuer un ours parce que j'ai fait une connerie, ça me paraît totalement aberrant. Mais bon, pourquoi pas, enfin, c'est vrai qu'on est là. Mais surtout, il y a un autre problème, c'est que je ne suis pas un bon tireur. Et il y a une petite chose que je fasse une offrande à l'ours plutôt qu'autre chose, quoi, parce que je suis un peu nerveux, tout ça. Donc je me dis, c'est pas la bonne solution. Et là, il me vient à l'idée, un truc complètement aberrant, ne le faites pas chez vous et ne le faites pas là-bas si ça vous arrive. Mais sur le moment, je me rends compte que cet ours, il a l'air un peu perdu aussi. C'est-à-dire qu'il vient de se réveiller, il n'est pas très sûr de lui quand même. Donc peut-être que si on lui montre qu'on n'a pas peur de lui et que finalement, ce serait peut-être bien qu'il ne nous attaque pas, ça va marcher. Et pour ça, je me dis, bon, on va se rassembler, on fera une grosse masse, machin, ça va être super, mais ça ne va pas suffire, il va falloir qu'on marche dans sa direction. Pour lui dire, en gros, tu peux te pousser, s'il te plaît, parce que tu es sur mon chemin. Mais je sais, non mais encore une fois, hein, tous ceux qui ont été face à des ours, surtout, ne faites pas ça, c'est complètement aberrant. Mais sur le moment, c'est l'idée que j'ai. Et alors, je vais devoir dire à mes collègues, dites les gars, on va marcher vers l'ours, vous allez voir, ça va être sympa. C'est pas possible. On est d'accord? Il n'y a qu'une seule solution de le faire, en fait. Il y a une seule et unique solution de faire marcher des humains vers un ours polaire, tous ensemble. C'est évidemment, avant de le dire, j'insiste sur ça, avant de le dire, je m'avance pour me mettre entre eux et l'ours polaire. À partir de là, je suis à 5 mètres de l'ours polaire. On est vraiment face à face, et je dis à mes collègues, s'il vous plaît, je suis gentil, je suis poli quand même, venez derrière moi, faites corps, et sans faire de bruit, vous allez marcher avec moi vers l'ours. Je les sens venir derrière moi, comme ça. Je me mets à marcher, puis c'est ce qu'ils vont suivre, quoi. Et ils suivent. Et effectivement, l'ours, il nous regarde, totalement... Enfin, je crois qu'il est aussi surpris que nous. Il se dit, mais c'est quoi cette connerie, là? C'est pas dans mon manuel non plus. Moi, j'ai normalement mammifère, bouffe... Enfin, c'est pas dans mon manuel, quoi. Comme nous, c'est pas dans notre manuel de marcher vers un ours, hein, clairement. Et il va s'en aller. Je peux vous dire que sur le moment, vous n'êtes pas fiers, parce que si jamais ça ne marche pas, vous allez quand même dire qu'on meurt. Par contre, j'étais en bon. Et ça, ce que je viens de vous dire là, c'est quand même quelque chose de fondamental. Au-delà de tout le reste, parce que tout ce que je vous dis, c'est super quand même. Non, je rigole. Cette idée que seul l'acte amène l'action. Si j'avais dit avant à mes collègues, les gars, vous allez voir, ça va bien se passer, on va se rassembler, on va marcher vers l'ours. Mais personne ne le fait, quoi. Personne. Même si, après avoir dit ça, je m'avance, parce qu'ils ont le temps de réfléchir, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je veux dire, l'acte amène l'action. Parce que je me mets en danger pour eux, parce que je me mets en première ligne, parce que je suis dans l'exemplarité de mon erreur, parce que j'ai fait une erreur en les emmenant là, je suis leader de cette expédition, c'est donc ma responsabilité qu'on ait fait cette erreur et qu'un ours soit devant nous. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on s'en sorte. Et cette responsabilité, elle passe par ma propre mise en danger. À ce moment-là, par ma mise en danger. Je me mets face à l'ours. À partir de là que je leur dis, venez derrière moi, ils savent une chose, si l'ours charge, il y a quand même pas mal de chances que ce soit moi le premier. Oui, je sais. Mais cette notion-là, c'est exactement la notion de la confiance. La confiance, elle ne se décrète pas, elle ne se demande pas, elle ne s'écrit pas, elle ne se dit pas. Elle se montre. L'acte amène l'action. Si vous créez la confiance, même dans des conditions dégradées, au moment où vous êtes en difficulté,
vous avez quand même pas mal de chances que quelque part les choses fonctionnent. Même si les gens ne comprennent pas vos décisions, même s'ils ne comprennent pas ce que vous faites, même s'ils sont en difficulté, même s'ils aimeraient être ailleurs, à un moment donné, ils vont quand même continuer. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus aujourd'hui, parce qu'on a vu que il fallait quand même une acceptation de la situation pour créer des leviers que je mets en œuvre pour me sortir d'une situation, et qu'accessoirement, ces leviers que je mettrai en œuvre pourraient amener d'autres personnes à avoir envie de se mettre en action. Aujourd'hui, on est dans une situation assez simple. On a un monde qui va se transformer, se bouleverser. On a plein de choses à faire pour éviter qu'il se bouleverse trop, pour éviter le pire, à savoir rester en dessous de ces fameux 1,5 degrés ou 2 degrés, on espère 1,5, et puis surtout essayer de réduire les autres problématiques, les autres pollutions, les autres ensembles. Et c'est vrai que ça nous paraît gigantesque, ça nous paraît énorme, aussi énorme qu'un ours polaire qui est avec vous, devant vous à 5 mètres. Parce que je peux vous dire que quand vous avez un ours polaire devant vous, à 5 mètres, c'est gros. Et c'est impossible en fait. Vous n'avez aucune chance face à lui. Jamais vous pouvez vous battre contre un ours polaire et gagner. Jamais, ça ne sert à rien. Donc ce n'est pas la solution. Et quand on commence à réfléchir à ça, que ça nous paraît énorme, on a tendance des fois un peu à baisser les bras. À se dire, ouais, je comprends bien le problème, mais je ne sais pas quoi faire. Ou alors moi, ce que je fais, c'est tellement inutile par rapport à l'ensemble, ça ne sert à rien. Mais ça, c'est tout simplement faux. Bien sûr, vous n'avez pas la décision gouvernementale. Bien sûr, vous n'êtes peut-être pas le chef de votre entreprise. Bien sûr, vous n'êtes pas une personne qui vit en Chine, aux États-Unis ou au Qatar, où les pollutions sont phénoménales. Mais parce que l'acte amène l'action, parce que votre exemplarité, vos leviers, vos moyens d'action donneront envie à d'autres de faire. Alors si chacune et chacun d'entre nous, on commence à faire un acte, et qu'on le fait sincèrement, au mieux de notre compétence, alors on amènera d'autres à le faire aussi. Et si on amène une autre personne, et que chacun d'entre vous amène une autre personne, que cette autre personne en amène une, c'est une chaîne qui peut fonctionner. N'attendons plus jamais que d'autres résolvent le problème que nous avons pour nous. Parce que nous avons tous le même problème, un monde qui change. À cause des systémies, à cause du climat, des sociétés, des technologies. N'attendons plus. Parce qu'on a tous une foutue compétence et tous des super leviers. Et qu'en les actionnant, je crois que beaucoup de monde se mettra à le faire aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'en ai encore plein de trucs à vous dire, mais le temps a passé tellement vite que je m'arrête là. Mais si vous avez des questions, c'est avec un immense plaisir que j'essaierai d'y répondre. On a évidemment beaucoup de travaux scientifiques qui sont en train de sortir, qui vont sortir dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on commence vraiment à étayer notre base de constater que oui, il y a bien une systémie du changement, oui, il y a bien une systémie de la fonction dans le changement, et qu'on peut effectivement commencer à renforcer les bases cognitives de cela, notamment en renforçant ses appétences à la curiosité à développer l'imaginaire, parce que cette capacité de projection, et à surtout considérer chaque fois qu'on a un levier possible de le mettre en œuvre. Donc vraiment, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on voit dans le cerveau, c'est physique, des évolutions et des modifications quand on le fait. Donc c'est vraiment fonctionnel, le cerveau est capable de le faire, et si nos cerveaux sont capables de le faire, c'est que nous, on est capable de le faire. Voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Oui ? Je ne sais pas s'il y a des micros, non, je répéterai la question. Ah si, il y a un micro, super. Ça va plus vite que moi. Bonjour, moi en fait j'ai deux questions. La première c'est par rapport aux différentes expéditions que vous avez organisées. Comment vous avez choisi les personnes qui vous ont accompagné? Et la deuxième c'est est-ce que ces personnes ont réalisé des tests, que ce soit au niveau de leur santé, enfin leur résistance physique et d'un point de vue aussi psychologique par rapport à ces conditions extrêmes? Alors, d'accord, je voudrais répondre déjà à la première question. Donc, comment on a choisi? Alors, c'est très simple. Un jour, je faisais une conférence dans un festival et j'ai demandé qu'on ferme les portes à clé. Et j'ai dit, maintenant, vous partez tous avec moi. Donc, désolé, c'est à vous maintenant, quoi. Je suis désolé pour vous. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on aimerait bien pouvoir dire, toi, tu viens avec moi. Ce serait fabuleux parce qu'on a vraiment des gens totalement nouveaux. Mais en fait, on ne peut pas faire ça. Donc, on fait des sélections. Donc, on envoie des annonces qui dit, voilà, est-ce que vous voulez participer à une étude scientifique qui ne sera pas simple, on va vous amener dans des milieux climatiques, machin. Enfin, on décrit ce qui va se passer le plus précisément possible.
Et là, on a des réponses. Et en fait, malheureusement ou heureusement, enfin c'est comme ça, en tout cas c'est la loi aujourd'hui, on travaille nous sur des personnes sans pathologie, donc des personnes saines qui n'ont pas de pathologie physique ou mentale. Mais en dehors de ça, parce que ça c'est, encore une fois, on ne pourrait pas faire autrement, on peut prendre n'importe qui. Donc on travaille sur des personnes très variées, de 25 à 50 ans pour ces missions-là précises, et qui représentent, en fait, on essaie de représenter la variété sociale jusqu'à un certain point, évidemment, on est 20 personnes. Et puis c'est vrai que quand on passe des annonces, on ne touche pas forcément tous les publics. On a encore du mal à aller toucher les banlieues, par exemple, donc on est en train de travailler là-dessus d'ailleurs. Mais donc on a une variété, on essaie de prendre des gens qui ont arrêté l'école très tôt ou qui sont de docteurs, on essaie d'avoir des gens qui sont très sportifs ou pas du tout sportifs, on essaie d'avoir des gens qui sont plutôt très personnels, voire égoïstes, ou des gens qui sont plutôt très chefs scouts et qui ont très envie de tout faire ensemble. Bref, d'avoir un panel social représentatif jusqu'à un certain point, encore une fois, parce que sinon, ce serait trop facile. Si je prends que des gens qui sont à fond et qui sont là, ce serait trop simple. Donc on arrive à avoir des panels assez larges, et puis encore une fois, ça reste donc une limite avec des biais, parce qu'encore une fois, ils sont en bonne santé, tout ça. C'est pour ça qu'on va pouvoir corréler ces études avec d'autres études qu'on mène, notamment sur des migrants ou sur des entreprises, parce que là, on a des populations, elles, qui n'ont pas été choisies. Donc ça nous permet d'avoir une vision assez globale quand même grâce à ça. Pour la deuxième question, c'était comment on a réussi à s'en sortir? Non? S'ils ont passé des tests, parce que c'est vrai qu'on n'est pas sorti par ailleurs. Alors oui et non, évidemment. On fait une sélection qui va durer 18 mois, où on les observe un petit peu dans leur vie de tous les jours, on regarde comment ils réagissent. Nous, on ne va pas les former au milieu, on ne va pas les former au changement spécifiquement, on va plutôt essayer de comprendre qui est plus ou moins adaptable ou pas, puis pouvoir choisir des gens pas adaptables ou des gens adaptables. Et donc on va les observer, on va effectivement faire plusieurs entretiens, mais on va leur demander de nous envoyer des vidéos, puis effectivement ils vont être regardés par différentes personnes. Alors il y a des psychologues qui vont regarder ces données-là, mais évidemment c'est pour éviter encore une fois une pathologie, mais s'il n'y a pas de pathologie, c'est pas une décision psychologique, c'est une décision vraiment au contraire d'avoir un panel. Et donc j'ai un groupe de gens qui regardent, puis qui vont dire à un moment donné, écoute, ça fait déjà 3 ingénieurs en aéronautique qu'on a, peut-être qu'on n'en prend pas un 4e, et puis d'ailleurs ce serait bien d'en enlever un. Enfin voilà, on va essayer d'équilibrer comme ça. Et puis moi après, sur les 100 derniers, c'est moi qui les vois tous, parce que c'est quand même moi qui vais partir après avec eux sur le terrain. Donc c'est intéressant que j'ai quand même un petit regard là-dessus, mais c'est pas moi qui choisis. Ça c'est important. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc on essaie d'être assez large, mais encore une fois, ça reste une étude scientifique. Il y avait une question ici, une ici. Là, moi ici, j'ai un micro, j'ai le micro, donc j'en profite. Bonjour. Alors moi, ce qui me saute aux yeux quand je vous écoute, et vous venez de le repréciser, c'est que tous les gens qui ont fait ces tests avec vous étaient des gens en bonne santé, entre guillemets, d'un âge médian, j'imagine, à peu près capable de se confronter à ça. Et de fil en aiguille, je me suis projetée dans un monde où on vivrait moins vieux, où il serait plus difficile, que les conditions pourraient être beaucoup plus difficiles pour des gens fragiles, malades, âgés ou pour des enfants, d'une part. Et ça, j'ai beau travailler dans ce milieu, c'est une projection que je n'avais pas encore faite. L'idée qu'on allait être dans un monde plus hostile, mais effectivement, évidemment, il se traduit comme ça. On parle d'injustice climatique quand on dit que ce sont les plus pauvres qui vont être les plus impactés. On sait déjà que c'est vrai, mais moi, il y avait cet aspect générationnel ou d'âge que je n'avais pas encore complètement intégré. Je ne sais pas si vous confirmez du coup ce qui en découle. Et il y a ça, et puis il y a aussi les conséquences politiques, à savoir, vous avez parlé de la façon dont se transforment les gens quand il fait chaud, là, ouais. Et qui deviennent leur humain qui devrait être. Voilà, donc on sait qu'on va plutôt vers un monde plus chaud et donc un monde plus, voilà, où on va être plutôt plus humain et donc avec des systèmes entre guillemets de politique et de gouvernance qui vont avec, donc probablement de contrôle et beaucoup plus dur aussi. Alors, merci pour cette question. Vous avez, alors clairement, évidemment, plus les conditions externes sont dures, plus les personnes en fragilité sont soumises à des contraintes. Ça, il n'y a pas besoin de nous pour le savoir, c'est malheureux, mais c'est une vérité. Moi, je le vois beaucoup avec les migrants. C'est-à-dire que je voyage avec des migrants. Au début, j'ai pensé que les personnes effectivement fragiles allaient être les personnes qui allaient avoir le plus grande difficulté. Et c'est vrai au début. C'est vrai au début. C'est vrai que dans les premiers temps, les personnes fragiles sont les plus impactées.
Et si elles ne tiennent pas ce début, ça ne marche pas bien. Par contre, si elles tiennent le début, si elles passent le premier cap et avant l'apathie et qu'effectivement on rentre dans cette zone d'apathie, et ben là j'ai vu au contraire que ces personnes sortaient plus vite de l'apathie que les autres. Avec les migrants que j'ai accompagnés, ce qui m'a frappé, mais à un niveau hallucinant, c'est une compétence chez des personnes à qui j'aurais pas misé un centime sur certaines personnes. J'ai fait une... C'est des situations qui ne sont jamais simples, mais j'ai fait notamment une traversée avec un groupe de personnes. On est parti du Honduras, on a dû passer par la forêt tropicale du sud Mexique, à un moment donné où les mafias étaient très très violentes. J'avais 3 personnes avec moi, 3 femmes qui pesaient 120 kilos chacune. 120 kilos, qui n'avaient jamais marché de leur vie. Je veux dire, sincèrement, quand on voit qu'on va devoir passer par la forêt tropicale et qu'on va devoir marcher de nuit dans la forêt, je ne leur donne pas un centime, quoi. Et c'est vrai que les jours d'avant, ils avaient marché avec beaucoup de difficultés. Et là, on arrive la première nuit dans la forêt, et on va devoir marcher 40 km. Moi, je n'ai jamais fait ça en forêt. Moi, je suis explorateur, je travaille là-dessus depuis des années. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais réussi. On commence à marcher, et effectivement, les premières heures, ces femmes sont exsangues et ne peuvent plus. Elles sont soutenues par 2-3 jeunes et moi, qui leur permettant de passer un premier cap. Et ben dans les 2 jours suivants, c'est elles qui sont devant et qui tirent le groupe. Je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi, mais c'est une réalité que j'ai vécue. Quand on va avoir à un moment donné un drame où une personne va se faire couper un bras, c'est ces personnes qui vont prendre en charge la situation. Elles ont développé une compétence que, honnêtement, personne n'avait imaginée. Et encore une fois, pas moi. Donc je pense que, oui, bien sûr, vous avez raison. Les personnes fragiles sont les plus touchées. Mais je crois que c'est aussi des personnes qui vont nous apprendre beaucoup. Parce que quelque part, elles développent, ces personnes-là, aussi des compétences qu'on n'imagine pas, qui nous dépassent complètement aujourd'hui, que la médecine ne connaît pas bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de souffrance, ça ne marche pas bien, mais il va falloir qu'on coopère un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut aider ces personnes aujourd'hui. Il faut fondamentalement aider ces personnes aujourd'hui parce qu'elles vont nous apporter aussi demain. Ça, j'en suis intimement persuadé. Je suis persuadé dans mes expéditions que quand une personne est en fragilité, j'ai eu des personnes dans mes expéditions qui m'ont demandé de les laisser sur place, de les abandonner pour les laisser mourir. J'ai eu ça à 3 reprises. J'ai une personne dans une tente qui m'a dit « je vais sortir pour me laisser mourir parce que j'en peux plus de la situation ». J'ai une personne qui, en marchant, s'est jetée dans une crevasse volontairement pour ne plus continuer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On abandonne ces gens, mais ça veut dire quoi pour les autres? Les prochains. C'est-à-dire que le prochain qui est en difficulté, il se dira ben, « moi, je veux aussi être abandonné ». C'est impossible. Vous ne pouvez pas créer cet état d'esprit dans un groupe. On n'a pas le droit de créer cet état d'esprit. Donc évidemment qu'on ressort la personne de la crevasse, évidemment qu'on empêche la personne de sortir de la tente. Et ça, on va devoir le mettre en place dans nos sociétés. On va devoir le mettre en place dans nos sociétés parce que si on abandonne des gens qu'on considère trop fragiles, à partir de quel moment on dit ah ben ça toi c'était trop fragile, après c'est toi, après c'est toi, et finalement c'est où le moins fragile? Ça ne marche pas, ça n'est pas fonctionnel. Donc on va devoir sérieusement travailler là-dessus. Et pour ça, il va falloir qu'on travaille sur la coopération. Je vais vous dire un truc aussi simple que ça, on montre que la coopération ne peut exister que lorsqu'on voit le visage d'une autre personne. On apprend la coopération parce qu'on voit les expressions faciales d'une personne. Juste pensez à nos classes d'école, en rang, où les élèves ne voient pas les visages des autres. Dès le plus jeune âge, on n'apprend pas la coopération, on apprend la collaboration. Donc ça, il va falloir changer ce genre de choses-là. Il va falloir amener la capacité de générer une coopération globale. Parce qu'on sait très bien que quand on commence à aider quelqu'un qui est en difficulté, alors on se sent beaucoup mieux soi-même. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Parce qu'en réalité, nous sommes émotionnellement fonctionnels seulement quand on touche une émotion et que quand on aide une personne qui ne va pas bien, en réalité, dans notre cerveau, ça crée pas mal de choses intéressantes. Donc oui, on peut le faire. Donc je suis d'accord qu'on a beaucoup de travail là-dessus, comme sur tout le reste. Je suis d'accord que ce qui se passe en ce moment là, tout de suite dans notre monde, ne nous paraît pas super fonctionnel pour la coopération. Hein, on est d'accord là-dessus. Eh bien, ne sombrons pas nous-mêmes dans cette lutte de contre les autres. Parce que c'est le pire qu'on puisse faire. On ne donnera aucune chance à notre futur si on sombre nous-mêmes dans la lutte contre les autres. On ne s'aime pas forcément. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas si je vous aime ou si je ne vous aime pas. Sûrement que parmi vous, il y a des gens qui seront mes amis, des gens que j'aimerais pas, des gens qui ne sont pas du tout de mon style de vie.
Mais si je commence à éliminer les gens que j'aime pas pour ne garder que ceux que j'aime, ça va être problématique. Donc apprenons à travailler avec les gens qu'on n'aime pas. Dans un groupe de 20 personnes, il n'y a pas tout le monde qui s'aime, de loin pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille sur 20 personnes, parce que c'est le groupe le plus fonctionnel en réalité. Il y a toujours des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui s'aiment, et il faut des gens qui ne s'aiment pas dans un groupe. Ben oui, c'est comme ça. Si tout le monde est super d'accord, vous ne trouvez plus de solution. Soyons clairs, vous ne trouvez plus de solution. Parce que quand tout le monde est d'accord, personne n'ose dire à l'autre « attention, ça ne va pas ». À un moment donné, il faut aussi aller contre. Il faut aussi se dire, il faut aussi pouvoir se challenger. Ça fait partie d'un groupe. Donc, on a besoin de tout ça. Donc je ne réponds pas à votre question en disant ça parce que votre question est tellement large qu'effectivement il y a beaucoup à prendre en compte. Mais je sais qu'en tout cas, à chaque fois qu'on abandonnera les personnes fragiles, on se mettra un sacré épine dans le pied pour créer un futur possible. Et tout ça, je crois quand même que ça commence. Et je sais que le temps passe. Non, je vais prendre d'autres questions, sinon je vais parler trop longtemps. Il y avait une question là-bas. Bonjour, merci d'abord. Deux questions, promis, c'est courte. Les sociétés occidentales sont rentrées en apathie il y a 40 ans. Alors on sort des 30 glorieuses, on rentre en apathie, il y a quelque chose qui m'étonne là-dedans. Pourquoi plutôt 83 que 75 ? Je pose la question comme ça. Et puis comme je suis fan des anomalies, vous êtes 20 dans une grotte, vous y restez 40 jours, il y en a 19 qui veulent sortir, et il y en a 19 qui veulent rester, et un qui veut sortir. Est-ce qu'il a un profil particulier ? Est-ce que c'est une expression d'une résilience particulière ? Voilà, merci. On est 15 dans la grotte, donc il y en a 14 qui veulent sortir et un qui veut rester. Enfin, 14 qui veulent rester et un qui veut sortir. C'est un détail, mais c'est important qu'on ait les bons chiffres. Je ne peux pas répondre à cette question sur la personne qui ne veut pas sortir parce que je devrais révéler des notions scientifiques qui ne sont pas révélables aujourd'hui, mais c'est effectivement une personne qui a un profil particulier. Et ça existe dans la société. Donc il y aura toujours des gens réfractaires et qui ne s'adapteront pas, il faut être clair. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que pendant les 40 jours, il a fonctionné avec les autres sans problème. Même s'il était contre, il a fonctionné avec les autres sans problème. Donc c'est pas parce que sur une société, il y a des gens plus ou moins adaptables, des gens très adaptables tout de suite, il y a des gens moins adaptables, des gens qui ne s'adapteront jamais vraiment bien. Encore une fois, c'est exactement comme pour les personnes fragiles, parce qu'en réalité, la fragilité, elle est surtout dans la capacité d'adaptation aujourd'hui. Dans le futur, c'est pas d'être malade ou pas malade qui empêche de s'adapter, c'est souvent une fonction mentale, un blocage qu'on se crée soi-même. Voilà, donc c'est important de savoir qu'on doit intégrer même les personnes qui ne sont pas forcément pour. La deuxième question, c'était, excusez-moi. 40 ans d'emploi. Bon alors, mais 40 ans, c'est toujours pareil, c'est des chiffres. Pour moi, à partir de 1955, on rentre dans cet état, c'est-à-dire qu'en 1955, on va déterminer le système scolaire français, on va déterminer ce que doit être la société future, la société industrielle, et on pose en fait les bases de tout ce que sera notre société future, scolairement parlant et industriellement parlant. À partir de là, on construit ça, effectivement, on a ce temps où effectivement on est plutôt dans ces temps d'intérêt, donc ça monte plutôt pas mal. Et encore une fois, alors je pourrais reprendre tous les chiffres qu'on a, puis vous donner des dates plus précises. Quand je dis 40 ans, c'est peut-être 35 ou c'est peut-être 45, je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, on arrive à ce moment où finalement on bloque les choses, on les statufie, y compris dans le système scolaire, y compris dans le système éducatif, dans le système industriel. Et à partir de là, on va statufier un certain nombre de principes de no-risque. Donc aujourd'hui, on a une société qui n'accepte plus le risque. La culture du risque a disparu de l'apprentissage à l'école. Il n'y a pas de culture risque. Dans les entreprises, il n'y a quasiment pas de culture risque. Alors on me dit, il y a des gens qui s'occupent du risque, mais ouais, mais c'est quelques personnes par-ci, par-là. Voilà. Donc en fait, on est arrivé à cette idée que ce sont toujours les systèmes externes qui vont devoir nous sauver. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant dans la société. Quand on fait des études, quand on a fait l'étude sur 10 000 personnes pendant la Covid, c'est devenu une évidence. Je veux dire, ça nous a sauté aux yeux. 95% d'adhésion aux décisions gouvernementales au début. C'est du jamais vu, nulle part, et dans aucun autre pays. On a travaillé sur plusieurs pays, 95% d'adhésion au confinement au début, c'est fort. Et puis ensuite, on voit tous les marqueurs qui ressortent de dire, ben moi, je ne peux rien faire, donc il faut que les autres fassent pour moi. C'est très très fort. Donc, encore une fois, c'est pas une critique, c'est un fait, c'est un constat. Et c'est un constat qui dit que aujourd'hui, on n'est pas tout à fait prêt à mettre en place nos leviers personnels. Alors vous allez me dire quel levier j'avais pendant la Covid. Je n'ai pas de réponse pour vous. Ce que je sais, c'est que parfois on est dans une tempête et on a des leviers. On est face à un ours et on a des leviers. On est dans une situation et on a des leviers. Donc en réalité, on a beaucoup plus de leviers que ce qu'on croit. Simplement, on a du mal à les voir parce qu'encore une fois, on est plutôt replié sur nous
ce qui est le synonyme de l'apathie, plutôt que d'être ouvert sur les autres, la coopération qui manque, le fait qu'on ne s'occupe pas toujours des personnes fragiles, le fait qu'on considère que moi, si je dois m'occuper d'une personne fragile, ça me prend du temps ou de l'argent que j'ai envie de garder pour moi, et ainsi de suite. Bref, tout ça, c'est le repli sur soi, plutôt que l'ouverture vers les autres. Quand on fait des études sur la variabilité ou l'allocation cognitive, l'allocation étant cette capacité qu'on a d'agir sans utiliser l'énergie du cerveau parce qu'on a une fonction qui fonctionne par rapport à une situation, versus la variabilité, à savoir la capacité qu'on a de faire et d'agir et de sauter dans tous les sens et de trouver des solutions, on est à 80% d'allocation, 20% de variabilité. Ce n'est pas fonctionnel. Voilà. Donc on va devoir sérieusement travailler sur cette variabilité, et pour ça, il n'y a pas de miracle. Une société, elle est prismée par les premières années de vie d'un individu. C'est-à-dire qu'en gros, les premières 5, 10, 15 ans d'un individu vont prismer beaucoup de choses. Alors, chacune est différente, on a la génétique, on a l'inné, on a tout ça, mais quand même, la manière dont on va amener l'information aux enfants, puis ensuite aux adultes, est fondamentale dans la construction d'une société. Donc, on comprend une chose, c'est que le fondamental, la clé, la base, c'est l'éducation. C'est la manière dont on va amener l'éducation à un enfant, puis ensuite, on continue à des adultes. Donc, on pourra faire ce qu'on veut, en fait. Mais ce qu'on veut, on pourra avoir la meilleure machine du monde, on pourra avoir le meilleur réacteur du monde, on pourra je ne sais pas quoi. On pourra avoir toutes les idées que la géo-ingénierie va sauver le monde, ce qui est complètement une aberration. Ce qui est certain, c'est que tant qu'on ne changera pas la méthode éducative, on continuera de se taper la tête contre un mur. Moi, j'en suis intimement persuadé. Il va falloir qu'on aille sérieusement travailler sur les méthodes éducatives pour que la notion environnementale, pas seulement climatique, mais environnementale dans sa globalité, la notion de coopération, à savoir la capacité d'être ensemble, et pas d'être en randonnion, mais d'être ensemble, la notion de nature, à savoir la végétalisation, la capacité d'être en contact avec la nature, alors que la plupart des écoles sont coupées de la nature, et ainsi de suite, sont des fonctions aujourd'hui qui sont primordiales dans l'éducation d'un enfant, puis d'un adulte. Donc on a un boulot à faire là-dessus. Moi, je vous invite, vous me dites souvent quelle est l'action la plus importante, prenez votre stylo, écrivez au ministère de l'Éducation nationale et demandez d'intégrer fondamentalement dans les cours de l'instruction de l'Éducation nationale des cours sur l'environnement, sur le vivre ensemble, sur toutes ces choses-là. Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Végétalisons les classes, amenons les humains, quand ils sont petits, vers la nature, faisons-leur comprendre qu'un arbre, qu'une plante, c'est un machin vivant, et que ce qu'on fait, ça va impacter de manière importante. Faisons comprendre que l'autre, s'il est différent, c'est pas tellement grave, au contraire, c'est nécessaire, parce qu'en réalité, je ne vous ai pas parlé de la diversité cognitive, mais la réalité, c'est qu'un cerveau, il fonctionne sur un truc assez simple. Il a des pièces de puzzle à l'intérieur. Plein. Plus vous avez de pièces de puzzle, mieux c'est. Quand vous faites un truc que vous connaissez bien, vous utilisez toujours la même pièce de puzzle, ça s'appelle l'allocation. Vous faites « je marche » et je n'ai pas besoin de réfléchir pour marcher. Je veux dire, si je devais réfléchir à chaque pas que je fais, ce serait difficile quand même. Hein. Imaginez, je dois lever le pied. C'est exhaustif. Alors que grâce à ma pièce de puzzle qui me dit marcher, je sais le faire sans énergie. Bon, quand vous êtes face à une situation complètement nouvelle, quelque chose qui vous est impropre, que vous n'avez jamais vécu, vous êtes dans une grotte, vous êtes face à nous, machin, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va dire, mince, j'ai pas de solution. Alors soit il se met en off, mince, mais la plupart du temps, il va envoyer des tas de petits bus dans le cerveau pour aller chercher des pièces qu'il va pouvoir rassembler et créer un semblant de solution face à cette situation. Une fois qu'elle aura fait ça, il va offrir une possibilité. Et elle va commencer à fonctionner un petit peu, puis ça vous laissera le temps d'aller apprendre des choses nouvelles pour consolider, puis finalement stabiliser le système. C'est exactement ça que fait le cerveau. Donc la diversité cognitive, elle est fondamentale. Cette diversité, vous la créez par la curiosité, en faisant des tas de choses nouvelles. Une chose nouvelle, si vous êtes super fort en maths et vous commencez un problème de maths supplémentaire plus difficile, ce n'est pas de la diversité, c'est juste la même fonction cognitive. Donc, faire des choses nouvelles. Donc, si on comprend que la diversité cognitive est indispensable au fonctionnement social et à notre fonctionnement personnel, on comprend assez aisément que dans une société, s'il n'y a pas de diversité, on a exactement le même problème qu'avec le cerveau. On n'a pas de solution. Donc oui, tout ça va falloir le réapprendre. Et je crois qu'on a un vrai besoin aujourd'hui de bouleverser totalement notre éducation nationale. Des pays l'ont fait, et 5 ans plus tard, ils avaient commencé à avoir des effets majeurs dans leur système social. Rwanda, Corée du Sud, Finlande, Suisse, et je pourrais vous en citer encore quelques-uns. Majeurs. Donc oui, c'est possible. Vous allez me dire, c'est des petits pays. C'est ce qu'on me rétorque toujours. C'est exactement ce que je parle quand on parle de levier. C'est facile de dire, ouais, les autres, ils auraient réussi parce que eux, ouais, mais... Ben non, mais essayons chez nous, avant de dire que ce n'est pas possible. Pour l'instant, on n'essaye pas. Voilà. Donc, inciter
nos systèmes éducatifs à évoluer. Et quand je dis ça, je ne parle pas des profs, hein, qui font un boulot extraordinaire. Je ne parle pas des personnes qui sont sur le terrain face aux élèves tous les jours et qui doivent les éduquer, mais qui sont contraints dans un système. Un prof qui veut aujourd'hui faire des choses environnementales, végétaliser sa classe et compagnie, il va le faire au début, mais il va s'épuiser parce qu'il doit lutter en permanence contre un système qui lui dit de ne pas le faire. Donc en fait, ce professeur qui a plein de bonne volonté et qui est génial, il se heurte à une impossibilité parce que le programme ne dit pas ça. Donc ça, c'est compliqué. Encore une fois, je ne parle pas des profs en disant qu'il faut réformer l'éducation nationale, je parle de l'éducation nationale. Ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a toujours le 1% formation qui permet d'apprendre Excel et Word. Ce serait bien que ce 1% formation soit maintenant alloué exclusivement à des formations sur les notions environnementales, climatiques, pollution et des notions sociales. On pourrait le faire. C'est une ligne à changer dans le code de la notion de 1% patronal et 1% formation. On pourrait le faire. C'est une décision qu'on doit prendre. Tout ça, c'est que des décisions qu'on doit prendre, en fait. C'est rien de plus. Elles sont difficiles à prendre, mais sincèrement, quand on est ici, qu'on se parle et qu'on a toutes ces idées-là, et je sais que vous avez vous aussi des idées et qu'on les met ensemble dans un immense panier, mais sincèrement, il n'y a rien qui peut... Enfin, on va y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Oui? Je la répéterai à haute voix, du coup. Ah ben, il y en a encore une dernière. Attendez, il y a madame qui avait une question, puis je vous donne la parole juste après. Vous êtes d'accord? Merci. Oui, c'est une très bonne question, évidemment. La question ici est, est-ce que j'ai vu un biais par rapport au fait que nous, on est sur 40 jours et que les gens savent que ça va durer 40 jours, par exemple, par rapport à des personnes comme des migrants qui, eux, partent et qui ne savent pas la finalité, ou des personnes qui vont être longtemps. Alors, bien sûr, il y a des biais, hein, c'est-à-dire que savoir... Alors, nous, on met des personnes dans des conditions assez bizarres, assez anomiques, pour que finalement, ils n'arrivent plus à un moment donné à se projeter sur 40 jours. Ça devient difficile, mais évidemment, on sait. Alors, pourquoi on travaille sur 40 jours? Il y a plein de raisons. La raison principale, c'est que scientifiquement, on a montré qu'une fois qu'on a commencé le processus, donc à savoir qu'on a pris la décision d'acceptation, alors il faut environ 30 à 36 jours pour une personne pour se stabiliser et trouver finalement une stabilité globale, cognitive et physiologique. Donc on travaille sur cette période de 40 jours parce que ça correspond à ce temps nécessaire pour arriver à ça. Et ça, c'est aussi un point important, c'est que, ben oui, le changement, ça prend du temps. C'est désagréable à penser. On aimerait bien que tout soit fait tout de suite, instantanément. C'est pas vrai. Le temps du changement, il existe. Et encore une fois, une personne doit passer par ces phases pour le faire. Donc, il n'y a pas de miracle. Demander à quelqu'un change comme une injonction, puis attendre que demain, il ait tout changé, c'est pas possible. Donc il faut accepter que bah ouais, ça prend un peu de temps, que la personne va avoir des moments où elle n'arrivera plus, où elle aura fait un truc génial, mais qu'après elle sera plus tout à fait capable de le faire, puis qu'elle va repartir. Bref, ça fait partie du jeu. Donc c'est à peu près 35 jours, 36 jours. Et quand on étudie les grands textes créateurs de nos sociétés modernes, que sont les grands textes comme le Bhagavad Gita, la Bible, le Coran, le Talmud, la Bible zoroastrienne qui a plus de 5000 ans, ben on constate que la notion de 40 jours est présente tout le temps. Les Zoroastriens, moins 5000 ans avant Jésus-Christ, avaient déjà le déluge qui va durer 40 jours, qui va leur permettre de changer d'état. Bouddha lutte 40 jours contre le bien et le mal pour finalement arriver à se stabiliser et trouver le bien. La grotte de 40 jours pour Mahomet, la traversée du désert de 40 jours pour Jésus. Bref, la notion de 40 jours est partout dans les textes fondateurs de nos sociétés. Donc on s'est dit que si les anciens avaient déjà un petit peu observé que 40 jours, c'était un temps de transformation d'un état à un autre état, ce n'était pas tout à fait aberrant et que ça valait la peine de garder cette périodicité. Nos sociétés humaines avaient toutes les informations qu'on a aujourd'hui, simplement nous on les montre scientifiquement et on essaie juste de restabiliser quelque chose qui peut-être l'a déjà été, mais qui aujourd'hui est un petit peu déréglé et qu'on va devoir restabiliser. Et on est capable de le faire, ça a été fait dans le passé, ce sera fait possible dans le futur. Donc voilà, il y a bien un biais, mais il n'est pas trop fort. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que souvent une personne, quand c'est beaucoup plus long, comme des migrants, va fonctionner sur des cycles. C'est-à-dire qu'il va avoir des cycles adaptatifs qui vont recommencer un peu, et effectivement qui vont être à peu près des périodes de 36-40 jours et qui vont amener une personne à être en évolution. On parle là d'une évolution quand il n'y a pas de gros drames ou de grosses nouveautés, par exemple un mort ou quelque chose comme ça, mais globalement c'est à peu près ça. Donc oui, c'est pour ça que fonctionner sur 40 jours, ce n'est pas inintéressant. Et on aimerait faire des fois des études beaucoup plus longues, mais alors financièrement ce serait compliqué parce qu'on n'est toujours pas financé pour faire nos études, donc voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Monsieur ? Bonjour Patrick, merci pour votre passionnante présentation. Vous avez expliqué
vous êtes mis dans des conditions extrêmes en allant à l'autre bout de la Terre. Mais aujourd'hui, si on prend un exemple tout près de chez nous, par exemple, on entend de plus en plus parler de personnes qui font des burn-out. On peut imaginer une personne qui, suite à ça, va perdre son emploi, peut-être perdre sa maison ou se retrouver dans la rue. J'aimerais savoir dans quelle mesure vous travaillez ou allez travailler avec ce type de profil. Alors on travaille déjà avec ce type de profil, donc encore une fois, je reprécise, on travaille sur la condition extrême. La condition extrême, ce n'est pas forcément un milieu extrême, ça peut être effectivement une situation. Un agoraphobe qui va dans le métro, il est dans une condition extrême absolue, par exemple, comme une personne qui effectivement est amenée à un burn-out ou autre. Donc on travaille sur ces populations, on a des études dans les entreprises, on travaille en collaboration aussi avec d'autres laboratoires, d'autres instituts sur ces notions-là. Alors une fois que le burn-out est fait, je dirais, c'est quasiment trop tard pour nous, même si on essaie de comprendre la mécanique qui a amené le burn-out. On essaie plutôt aujourd'hui d'identifier les raisons d'être du burn-out. On a commencé à avoir quelques notions assez importantes sur ce que peut amener et quels sont les prérequis. C'est un très mauvais terme, mais ce qui peut amener effectivement une personne à ça. Donc c'est ça qu'on essaie d'identifier aujourd'hui, parce qu'encore une fois, nous notre travail, c'est pas, et j'insiste là-dessus, ce serait trop facile, enfin, soit travailler comme tout le monde en se disant on va attendre d'avoir un drame, puis on verra comment on arrivera à s'adapter à ça. Je veux dire, c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est identifier ce qui pourrait se passer, essayer de voir ce qu'on peut changer avant dans les comportements pour éviter que ça se passe. C'est vraiment ça notre travail. Donc en fait, pour les burn-out, on a essayé d'identifier ce que ça veut dire. Alors nous, on n'est pas directement là-dessus, on travaille avec d'autres instituts, mais on a identifié des prismes possibles, et notamment, il y en a un qui est très clair, qui est très simple à comprendre. Un nombre de burn-out conséquent arrive chez des gens qui sont très motivés, donc qui sont vraiment engagés fortement là-dedans. C'est pour ça que c'est des fois dans des ONG, qui sont aussi très fatigués. Donc il y a une corrélation entre volonté d'engagement forte et grande fatigue, et qui à un moment donné vont avoir une déception par rapport à ce qui se passe. Ça peut être voir quelque chose qui les déplaît, quelque chose qui ne convient pas de ce qu'ils font, réaliser que peut-être on leur a menti sur un truc, un petit détail, ou pas dit quelque chose qui aurait été important. Ça peut être des petits, c'est souvent, c'est ce que je reparlais, c'est la goutte d'eau, hein, c'est un petit détail qui fait que tout d'un coup la personne va se dire, mais en fait, son cerveau se dit, tout ce que j'ai fait, en fait, ça a servi à rien. Et comme on est très fatigué, puis qu'on n'a plus, on a déjà la mode dégradée du cerveau, qu'on n'a plus les ressorts pour finalement passer outre, et ben là, il y a une sorte de... C'est pour ça qu'on appelle ça un burn-out, parce que c'est vraiment comme un éclair, c'est un flash, et ça s'arrête. Et les personnes qui font des vrais burn-out, parce qu'aujourd'hui, on identifie beaucoup de choses en burn-out, mais un burn-out, c'est vraiment une personne, c'est d'un instant à l'autre, vous avez la personne, elle n'est plus compétente à agir. Mais tout simplement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire... Et pourtant, son cerveau entend, voit, analyse, mais n'arrive plus à passer à quelque chose qui est actif. Donc ça, c'est assez fort, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on identifie, en fait, évidemment, comment on peut réduire ça, et notamment sur l'engagement, sur la fatigue. On a des problèmes de fatigue majeurs dans nos sociétés, ça c'est un autre problème. Et voilà. Donc on doit vraiment travailler là-dessus, parce que la maladie mentale, ce qu'on appelle la maladie mentale, attention, hein, c'est tout ce qui est burn-out, dépression, dégradation mentale, difficulté, enfin c'est tout. Dans ce mot maladie mentale et tout. On a une augmentation des maladies mentales qui est forte. On va avoir une augmentation, on estime qu'en 2030, on peut avoir jusqu'à 50% de la population française qui est touchée d'une manière ou d'une autre par un problème de dérèglement ou de fatigue mentale. C'est énorme. Et évidemment, comme je viens d'expliquer, si on a une fatigue mentale, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc finalement, on n'arrive pas à trouver son émerveillement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça ne marche pas. Donc il va falloir travailler là-dessus. Il y a quand même pas mal de gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Et j'ai bon espoir qu'on arrive à mettre dans les entreprises aujourd'hui des garde-fous, en tout cas des incitations à éviter ce genre de situation. Nous, on le fait dans certaines entreprises avec lesquelles on travaille, et ça a pas mal de succès, donc ça veut dire que c'est possible. Et là encore, ça passe, comme toujours, par une question humaine, une question de discussion, une question de décision et une question d'émotion. J'insiste là-dessus, ce sera le mot de la fin, parce que je crois que malheureusement, l'heure avance et qu'il est déjà 18h40. On pourra continuer de manière informelle la discussion, mais j'insiste là-dessus. L'idée qu'on peut prendre des décisions froides sur des informations précises qui nous amèneraient à prendre une décision neutre n'existe pas. Nous sommes émotions, nos décisions sont basées sur des émotions, et donc il faut faire comprendre par l'émotion une problématique, parce que c'est ça qui vous fera agir, ou qui fera agir les personnes avec qui vous devez agir. L'émotion, c'est tout. Ça peut être paroxysmique, comme ça peut être simplement un sentiment, mais c'est fondamental. Et évidemment, puisqu'on essaie de construire un futur possible, les émotions positives, l'envie, l'émerveillement, sont des bases structurelles nécessaires
pour construire le futur. Ne croyez jamais que c'est fini. Ne croyez jamais qu'on ne pourra pas. Ne croyez jamais qu'on n'a pas la possibilité d'agir. On l'a, on peut encore le faire. On a le droit d'être heureux. On a le droit de rigoler. On a le droit de trouver des moments où on est super bien. Parce que sans ça, on est mal tout le temps et qu'on n'est pas fonctionnel pour créer le futur. Donc, donnez-vous le droit d'être bien. Donnez-vous le droit d'être heureux. Donnez-vous le droit d'aller faire des choses que vous aimez. Et prenez le reste de votre temps pour actionner les leviers qui sont à votre échelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.